Ma sœur a reçu un cadeau de mariage de 500 000 $, et toute la famille a porté un toast. Quand j'ai discrètement demandé à emprunter 5 000 $ pour sauver mon entreprise, ils ont ri et m'ont dit, continue de rêver. Je n'ai rien dit, je suis parti en silence. 6 mois plus tard, j'ai conduit une Rolls-Royce Phantom 8 série 2 de 520 000 $ directement dans ma nouvelle demeure. Toute la famille était pétrifiée. La salle de bal scintillait d'or et de verre, chaque surface reflétant le genre de perfection que l'argent peut acheter. Un quatuor à cordes jouait quelque chose de délicat et des rires flottaient au-dessus de la musique comme des bulles. Ma sœur Chloé était au centre de tout cela dans une robe de dentelle qui semblait tissée au clair de lune. Nos parents levèrent leurs verres, leurs visages illuminés de fierté. À notre belle-fille et à son nouveau départ, annonça mon père, sa voix résonnant à travers les lustres. Des flashs crépitaient, les gens applaudissaient et les serveurs passaient des plateaux de champagne. Puis vint la surprise. La boîte en velours, le ruban surdimensionné, le suspense. Quand mon père l'ouvrit, la pièce halta. À l'intérieur se trouvaient les clés d'une maison de plage sur l'île de Kiawah, d'une valeur d'un demi-million de $. Chloé poussa un petit cri, couvrant sa bouche de sa main ornée de diamants. J'ai applaudi aussi, souriant jusqu'à ce que mes joues me fassent mal. Personne ne remarqua que mes mains tremblaient. Plus tard ce soir-là, j'ai demandé 5 000 $ pour sauver la masse salariale de mon studio de design. Mon père a ri comme si j'avais raconté une blague. Toi et tes petits projets, Olivia, Chloé se pencha et murmura, peut-être la prochaine fois, et c'est un vrai travail. Leurs rires me suivirent jusqu'à la porte, lourd comme le parfum dans l'air. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas respiré. Je suis juste parti. La nuit dehors, l'air humide de Charleston s'accrochait à ma peau comme un souvenir. Le voiturier me tendit mes clés avec un sourire poli, se demandant probablement pourquoi la demoiselle d'honneur semblait avoir été frappée par la foudre. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté un long moment à fixer le reflet des lumières de l'hôtel sur le pare-brise. À l'intérieur, la fête battait son plein. L'orchestre était passé à une chanson plus rapide, le genre sur lequel les gens dansent quand ils n'ont jamais connu la perte. J'ai appuyé sur le contact. Le moteur a ronronné, un son doux et régulier contre les rires qui s'échappaient par les portes ouvertes. En sortant de l'allée circulaire, je pouvais encore les entendre trinquer. À la famille, la voix de mon père résonnait. J'ai tourné sur King Street et j'ai conduit jusqu'à ce que le son s'estompe. À un feu rouge, j'ai aperçu mon propre reflet dans le rétroviseur. Mascara maculé, rouge à lèvres effacées. J'avais l'air d'une femme qui avait ravalé sa fierté et découvert qu'elle ne passait pas facilement. J'ai repensé au moment où je lui ai demandé, la façon dont mon père s'était penché en arrière sur sa chaise, une main posée sur son verre de bourbon, son sourire narquois assez acéré pour couper la soie. 5 000 $, avait-il répété comme s'il testait les mots. Tu penses que l'argent pousse sur tes échantillons de peinture? Des rires ont fusé autour de la table. Même maman a souri de ce petit sourire apologétique qu'elle réservait pour quand elle ne voulait pas prendre parti. Chloé a ri le plus fort. Allez, Liv, papa a raison. Ce n'est pas comme si ton petit studio était une vraie entreprise. Une vraie entreprise. Cette phrase tourna en boucle dans ma tête alors que je roulais sur le pont de l'Ashley River. Le vent s'engouffrait contre les fenêtres et les lumières de la ville se brouillaient derrière moi. Bennett & Company Interior n'était pas seulement une entreprise. C'était toutes les nuits blanches que j'avais passées à esquisser des designs sur le dos de menus à emporter. C'était chaque client que j'avais convaincu avec du charme au lieu de capital. C'était tout ce que j'avais construit sans leur aide. Mais pour eux, j'étais toujours la seconde, utile quand cela les arrangeait, invisible autrement. Je suis arrivé à mon appartement dans le quartier historique juste après minuit. Le couloir sentait la pluie et le diluant de peinture. À l'intérieur, mes croquis étaient éparpillés sur la table basse, les bords recourbés. Quelques factures attendaient à côté de mon ordinateur portable, des rappels de la proximité de tout perdre. Le silence pesait, épais et personnel. J'ai enlevé mes talons, je me suis assise sur le canapé et j'ai fixé le plafond. Mon téléphone a vibré, un message de maman. Ne le prends pas personnellement, ma chérie. Ton père veut juste que tu sois pratique. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé. Pratique? C'était ce qu'ils appelaient la peur quand elle se déguisait en conseil. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le soleil qui traversait les stores.
Ma tête battait à cause du champagne que je n'avais pas terminé. J'ai fait du café et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Les chiffres ne mentaient pas. Si je ne trouvais pas 5000 $ avant vendredi, je devrais licencier mes 2 derniers employés. J'ai tracé le bord de ma tasse avec un doigt, me souvenant de la facilité avec laquelle ma famille avait dépensé 10 fois plus pour les arrangements floraux du mariage de Chloé. Un demi-million de dollars pour une maison de plage. Pourtant, ma demande avait été une plaisanterie. J'entendais presque le rire de mon père dans les murs. À midi, je me suis forcé à sortir de l'appartement et à me rendre au studio. L'espace était petit, un ancien magasin reconverti près de Broad Street, mais il y avait de la lumière, et l'odeur de sueur et de peinture fraîche me rappelait pourquoi j'avais commencé tout cela. Mon assistante, Grace, leva les yeux de son bureau, ses yeux inquiets. Des nouvelles de la banque? J'ai secoué la tête. Elle a hoché la tête, essayant de sourire, puis est retournée à ses emails. Le son des touches qui tapaient remplit la pièce. J'ai fixé le tableau d'ambiance au mur, texture, croquis de tissu d'un rêve à moitié construit. Cela ressemblait autrefois à de l'espoir. Maintenant, cela ressemblait à une preuve d'échec. Cet après-midi-là, j'ai rencontré un client potentiel, un couple de retraités qui voulaient rénover leur maison de plage. Ils ont aimé mes idées, mais ont hésité quand j'ai mentionné la compte. « Vous êtes jeune », a dit le mari gentiment. « Êtes-vous sûr de pouvoir gérer un projet de cette taille ?» J'ai souri comme le font les femmes quand elles ont été sous-estimées toute leur vie. « Oui, monsieur, je le peux. » Ils ont promis de m'appeler la semaine prochaine. Ils ne l'ont pas fait. Je connaissais ce ton, le non poli qui se déguisait en peut-être. Ce soir-là, je me suis assise près de la fenêtre, regardant la pluie maculer la vitre. Mon téléphone a sonné. C'était Chloé. Pendant une seconde, j'ai presque ne pas répondu, mais je l'ai fait. « Salut, grande sœur », a-t-elle gazouillé. « Je voulais juste te remercier encore une fois pour ton aide avec les plans de table. Tout était parfait. » Sa voix dégoulinait de satisfaction. J'ai fermé les yeux. « Contente que ça ait marché », ai-je dit. « Tu avais l'air contrarié la nuit dernière », a-t-elle ajouté, feignant l'inquiétude. « Papa a dit quelque chose ?» Je me suis mordu la lèvre. « Pas plus que d'habitude », a-t-elle ricané. « Tu sais comment il est. Ne le prends pas à cœur. » Puis, comme si elle se souvenait de quelque chose, elle a dit « Oh, et devine quoi? Brad et moi prenons l'avion pour l'île demain pour voir la maison. Tu devrais venir nous rendre visite un de ces jours. » Ma gorge s'est serrée. « Peut-être, ai-je dit. » Elle a fait une pause. « Bref, ne travaille pas trop, d'accord? La vie est trop courte. » Quand elle a raccroché, j'ai fixé mon téléphone jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Dehors, le tonnerre grondait bas sur le port. J'ai ouvert mon carnet de croquis et j'ai feuilleté de vieux dessins. Entre les lignes de graphite et d'aquarelle, j'en ai trouvé un qui m'a arrêté. Un design de maison que j'avais esquissé il y a des mois. Façade en verre moderne face à la mer. Une maison construite sur l'indépendance. J'ai tracé le contour avec mon pouce. Pour la première fois depuis le mariage, j'ai senti quelque chose vaciller dans ma poitrine. Pas de la colère, pas même du chagrin, juste un pouls tranquille et régulier. La détermination. Je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai sorti une feuille de papier vierge. En haut, j'ai écrit 3 mots, plan de 6 mois. En dessous, j'ai listé chaque client que j'avais perdu, chaque connexion que je pouvais reconstruire, chaque dépense que je pouvais réduire pour économiser de l'argent. Je ne savais pas encore comment, mais je savais que je reconstruirais. Pas pour eux, pour moi, parce que la prochaine fois qu'ils riraient, ce ne serait pas à mes dépens. La pluie s'est adoucie en un murmure dehors. Les lumières de la rue scintillaient sur le trottoir mouillé. Je me suis tenu près de la fenêtre, observant la ville respirer. Quelque part, ma sœur publiait probablement des photos depuis sa suite de lune de miel, souriant avec la facilité de quelqu'un qui n'avait jamais été refusé. Je ne l'enviais plus. Je l'avais eue. Elle aurait toujours besoin d'applaudissements pour se sentir vue. Je n'avais besoin que du silence pour me souvenir qui j'étais. Avant de me coucher, j'ai rangé les croquis de mon dernier projet, une proposition de villa en bord de mer qu'un promoteur local avait refusé il y a des semaines. Je l'ai glissé dans un dossier étiqueté « inachevé ». Mais alors que j'éteignais la lampe, une pensée a fait surface.
Peut-être qu'inachevé ne signifie pas terminé. Je me suis allongé dans l'obscurité, écoutant le ronronnement du ventilateur de plafond et je me suis murmuré. Ils ont ri à 5 000 $. Voyons comment ils gèrent 500 000 $. Quand j'ai enfin dormi, j'ai rêvé de vagues s'écrasant contre des murs de verre, de phares perçant le brouillard, du son d'un moteur que je ne possédais pas encore, mais que je connaissais déjà, une Rolls-Royce Phantom. Dans le rêve, je ne fuyais plus. Je rentrais chez moi. Quand j'avais 10 ans, ma chambre était la plus petite de la maison, celle près du vide-ordures avec une seule fenêtre qui s'ouvrait à moitié. Mes parents l'appelaient la « chambre pratique ». Je l'appelais le « coin oublié ». Les murs étaient jaune pâle, la peinture s'écaillait dans les coins, et les nuits humides, l'odeur de lessive du sous-sol s'infiltrait. La chambre de ma sœur Chloé était 2 fois plus grande, face à la rivière avec des rideaux doux et un balcon. Elle est délicate, disait ma mère chaque fois que je demandais pourquoi. Tu es la forte, Liv. Tu n'as pas besoin de choses fantaisistes. Je l'ai cru pendant longtemps. J'ai appris très tôt que la force signifiait le silence. Quand papa perdait un client, j'aidais maman à trier les factures sur le sol de la cuisine. Quand Chloé tombait malade, j'allais chercher de la soupe, je lui tenais compagnie, je manquais l'école. On me louait d'être fiable, jamais d'être heureuse. Chaque cadeau d'anniversaire que je recevais était quelque chose d'utile, une lampe, un livre sur l'architecture, une bonne paire de chaussures. Les cadeaux de Chloé étaient des robes, des bijoux, et une fois un chiot dont elle s'est désintéressée au bout de 2 semaines. C'est moi qui le nourrissais tous les matins avant de prendre le bus. La première fois que j'ai remarqué le déséquilibre, j'avais 12 ans. Chloé avait fait une crise de colère parce que papa avait oublié de la chercher à son cours de ballet. Il s'était précipité dehors sans finir le dîner. Le lendemain, il lui avait apporté des roses et des excuses. La même semaine, j'avais gagné un concours d'art régional et je lui avais montré le certificat. Il m'avait tapé l'épaule et avait dit « Bon travail, ma chérie », sans lever les yeux de son journal. J'ai plié le papier en 2 et je l'ai jeté cette nuit-là. Cela ne ressemblait pas à une rébellion. Cela ressemblait à un petit acte de survie. Au lycée, j'avais fait la paix avec l'invisibilité. Mes amis m'appelaient silencieuse, mais j'aimais la façon dont le silence me laissait de la place pour observer. Je suis tombée amoureuse des bâtiments, de leurs angles, de leur patience. L'architecture avait un sens. Les gens non. Je m'asseyais sur le banc les week-ends, esquissant les vieilles maisons de Charleston et rêvant de les reconstruire un jour. Quand les professeurs me demandaient ce que je voulais devenir, je disais « architecte ». Ma mère me corrigeait toujours avec un rire poli. Elle veut dire décoratrice. Olivia est douée avec les couleurs. En dernière année, j'ai reçu une offre de bourse de l'Institut de design de Savannah. Frais de scolarité complets, allocation de subsistance, le tout. J'ai attendu le dîner pour leur dire, pensant que cette fois ils me verraient peut-être. Chloé parlait de son bal de débutante à venir, faisant tourner une fourchette dans ses cheveux quand je l'ai interrompu. J'ai été accepté, ai-je dit. C'est une bourse complète. Maman a souri mais n'a pas levé les yeux de son assiette. Papa a marmonné. C'est loin, n'est-ce pas? Chloé a froncé les sourcils. Alors, tu me laisses ici toute seule? J'ai cligné des yeux, stupéfaite. Je vais à l'université, pas sur une autre planète. Chloé a croisé les bras. On dirait que certaines personnes peuvent juste partir. Cette nuit-là, pendant qu'il trinquait à la robe de Chloé et à son avenir, j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais jamais permis de penser auparavant. L'amour dans notre maison n'était pas donné. Il était gagné, et personne ne m'a jamais dit quelle était la monnaie. À 22 ans, j'ai quitté Charleston avec 2 valises, un ordinateur portable d'occasion et $160 économisés grâce à un emploi d'été dans une quincaillerie. Maman m'a serré rapidement dans ses bras, comme elle le faisait toujours quand elle ne voulait pas tacher son rouge à lèvres. Papa se tenait sur le porche, disant « Rends-nous fiers ». J'ai presque ri. Il ne m'avait jamais dit ça avant. Chloé a fait un signe de la main depuis la fenêtre, à moitié endormie, portant mon vieux sweat à capuche. « Ne nous oublie pas », a-t-elle dit comme si j'avais jamais eu la chance. Atlanta était bruyante, agitée et peu aimable de toutes les manières qui vous obligent à grandir. J'ai trouvé du travail chez E-Design, un cabinet élégant dirigé par Marquet, un homme aux cheveux impeccables et à la réputation de brio. Il a vu quelque chose en moi, ou du moins,
c'est ce que je pensais. Je restais tard, j'apprenais vite, je produisais un travail propre qui attirait l'attention. Pendant un certain temps, j'ai cru avoir enfin trouvé le type de méritocratie qui me manquait à la maison. Puis vint le projet qui a tout changé. Il s'appelait Urban Sanctuary. Mon design, une maison moderne qui fusionnait l'ancienne architecture du Sud avec des matériaux durables, a attiré l'œil de Marc. Il l'a loué en privé, a dit qu'il le présenterait au conseil. Une semaine plus tard, le bulletin interne de l'entreprise célébrait la vision révolutionnaire de Hay. Mes croquis, mes mots, mon concept, son nom. Quand je l'ai confronté, il a souri. Ne sois pas naïve, Olivia. Tout le monde contribue ici. J'ai voulu crier, mais les mots se sont transformés en cendres sur ma langue. Les forts ne se plaignent pas. Le jour où il a accepté un prix pour ce design, je l'ai regardé du fond de la salle. Les applaudissements ont rempli l'espace comme le tonnerre, mais ils ne m'ont pas atteinte. Je suis resté parfaitement immobile, me promettant qu'un jour je construirais quelque chose que personne ne pourrait voler. Cette nuit-là, j'ai rangé mon bureau, laissé ma carte de sécurité sur la table et suis parti sans dire au revoir. Je suis revenu à Charleston 6 mois plus tard avec un petit prêt, un cœur rempli de contusions et un plan. J'ai loué un petit magasin sur Broad Street et j'ai accroché une enseigne en bois au-dessus de la porte. Bennett & Company Interior. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le mien. Les murs sentaient le plâtre, le sol craquait et la lumière vacillait. Pourtant, cela me semblait plus vivant que n'importe quel bureau de coin que j'avais jamais vu. J'ai envoyé une invitation par email à ma famille pour la grande ouverture. Seule maman a répondu d'une seule ligne. Tellement fière des fiançailles de Chloé. Tu devrais voir sa bague. Le jour de l'ouverture est venu et est reparti. Je me suis versé un verre de champagne bon marché, je me suis tenu sous l'enseigne et j'ai trinqué seul. Par la fenêtre, je pouvais voir des familles marcher main dans la main, des couples rire. J'ai murmuré à la pièce vide. C'est le premier espace que j'ai construit sans m'excuser. Les mois ont passé. J'ai trouvé quelques clients, principalement de petits travaux résidentiels. Les gens appréciaient ma précision, même s'ils se souvenaient rarement de mon nom. Chloé s'est mariée cet hiver-là. Les photos ont inondé mon fil de réseaux sociaux. Des roses blanches, des lustres, des parents souriants. Sa légende disait, quand les rêves deviennent réalité. En dessous, maman a commenté, notre étoile brillante. J'ai fait défiler, non pas parce que je m'en fichais, mais parce que je comprenais enfin mon rôle dans cette histoire. J'étais l'échafaudage sur lequel ils construisaient leur bonheur. Un soir, alors que la pluie tambourait contre les fenêtres de mon studio, j'ai vu un email apparaître. L'expéditeur marquait « Olivia, ça fait longtemps. J'ai peut-être un projet qui pourrait utiliser votre touche. Grande opportunité. Parlons-en. » J'ai fixé l'écran pendant 1 minute entière. Chaque nerf de mon corps criait « non ». Mais une voix plus calme à l'intérieur murmurait « oui ». La partie de moi qui voulait prouver que je n'étais plus l'assistante qu'il pouvait effacer. J'ai tapé 3 mots, discutons des détails. Le lendemain matin, j'ai regardé mon reflet dans la vitre du magasin. Mes cheveux étaient attachés en arrière, des cernes sous les yeux, mais il y avait une stabilité sur mon visage que je n'avais pas vue auparavant. La fille qui mendiait l'approbation avait disparu. Il restait quelqu'un qui connaissait le coût du silence et la valeur de la persévérance. Alors que je verrouillais, j'ai levé les yeux vers l'enseigne sculptée une fois de plus. La peinture s'était écaillée au coin, et une rafale de vent a secoué la porte. J'ai souri. Ne t'inquiète pas, ai-je dit doucement à l'espace qui m'avait porté à travers chaque déception. Nous ne faisons que commencer. L'email est resté dans ma boîte de réception pendant 2 jours avant que je ne l'ouvre à nouveau. Le nom de marque me fixait comme un titre que j'avais déjà lu trop de fois. Reprenons contact, avait-il écrit. Il y a un développement de luxe à Charleston qui pourrait utiliser votre vision. Vision ? Le même mot qu'il avait utilisé quand il avait pris la mienne. J'ai hésité à supprimer, mais la curiosité l'a emporté. Une petite partie amère de moi voulait savoir à quel jeu il jouait. J'ai répondu, je suis ouverte à la discussion des détails. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville, tout en verre et laiton et en croissant hors de prix. Marc est arrivé exactement à l'heure. Toujours impeccable, costume bleu, cravate parfaite, ce sourire facile qu'il portait comme une armure.
Olivia Bennett, a-t-il dit, comme si le nom avait un nouveau goût pour lui. L'étoile montante de Charleston. J'ai souri en retour. Tu as toujours eu le sens des tendances. Il a ri, ne saisissant pas la mordacité de ma voix, et a commandé pour nous deux sans demander. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Il s'est penché en avant, les coudes sur la table. Le projet s'appelle Crescent Haven Coastal Luxury Homes, conception écologique, soutenue par des investisseurs. Je dirige l'équipe de développement. Tu t'occuperais des intérieurs, modernes, propres, sophistiqués. Il a fait une pause. Tu auras tout le crédit cette fois. Je l'ai étudié cette fois. Les mots ont résonné comme du métal. Je voulais demander ce qu'il pensait que le crédit valait quand le respect ne coûtait rien, mais j'ai plutôt hoché la tête. Envoie-moi les spécifications. Cet après-midi-là, je me suis assise dans mon studio, fixant la pochette de plans qu'il m'avait transmise. C'était magnifique en surface, stérile en dessous, des angles sans émotion. J'ai tracé une ligne avec mon stylo et j'ai pensé, tu ne comprendras jamais ce qui fait respirer un espace. J'ai accepté le contrat le lendemain, mais j'ai fait une petite modification. Le design principal, la façon dont la lumière filtrait à travers les couloirs de verre, est resté uniquement dans mon carnet de croquis personnel. J'avais appris à protéger le cœur de mon travail. 2 semaines plus tard, nous avons visité le chantier de construction. L'air sentait le sel et la poussière. Des casques de protection, des planchettes, un cœur d'optimisme fin. Je suis restée silencieuse, prenant des notes pendant que Marc parlait aux investisseurs. Tout son charme facile et ses promesses creuses. L'un d'eux m'a demandé qui j'étais. Marc a souri. Consultante. Le mot a atterri comme une insulte. J'ai gardé mon expression neutre. J'avais appris que le silence était plus fort que la confrontation. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi et j'ai tout redessiné. Ma version était ce que Crescent Haven aurait pu être. Des murs vivants, du bois recyclé, une circulation d'air comme de la musique. Je l'ai sauvegardé sous un nouveau nom, Havenworks. Un fichier privé. Mon vrai design. 3 jours plus tard, le destin ou quelque chose de similaire m'a présenté à Eleanor Delaney. Elle était sur le site, seule près de la tranchée des fondations, une femme aux cheveux argentés dans un blazer en lin et des bottes éraflées. Je l'ai reconnue instantanément. Eleanor Delaney, l'architecte qui avait révolutionné le logement civique dans les années 80, celle qui avait disparu de l'industrie sans explication. Elle s'est retournée en entendant mes pas. Vous êtes la jeune designer que a fait venir. Ce n'était pas une question. Oui, ai-je dit avec prudence. Et vous êtes assez âgé pour repérer une idée volée. Elle a incliné la tête vers les plans. Ce concept d'éclairage. Ce n'est pas le sien. J'ai dégluti difficilement. Non, ai-je dit finalement. Ce n'est pas le sien. Son regard s'est adouci, bien que sa bouche ne le fît pas. Alors construisez comme si vous en étiez la propriétaire. Je ne le savais pas encore, mais cette phrase allait me suivre partout. Nous nous sommes revus une semaine plus tard pour un café. Elle m'a dit qu'elle avait pris sa retraite après la mort de son mari, dégoûtée par la façon dont les entreprises dévoraient l'innovation. Elles prennent l'âme, gardent la coquille, a-t-elle dit, remuant son thé. On ne peut pas construire de la beauté avec de la cupidité. J'ai écouté, à moitié émerveillée, à moitié envieuse. Elle voyait à travers les gens comme je voyais à travers les cloisons sèches. Alors que nous nous séparions, elle me tendit une carte de visite. Si jamais vous voulez construire quelque chose qui compte, appelez-moi. La carte n'avait pas de titre, juste une adresse près du port. Je ne l'ai pas appelée immédiatement. J'étais encore empêtré dans le projet de Marc, faisant encore semblant de civilité en attendant l'inévitable trahison. Elle est arrivée plus tôt que prévu. Lors de la 3e réunion d'avancement, Marc a dévoilé le concept officiel de Crescent Haven aux investisseurs. La projection remplissait le mur de la salle de réunion. Mon design, mes notes, mon esthétique caractéristique, juste sans mon nom. Le logo indiquait Lux Living. Mon estomac s'est serré. Je l'ai attendu qu'il me regarde pour reconnaître le vol, même en privé. Il ne l'a pas fait. Il a souri, a parlé d'innovation et a accepté leurs applaudissements comme de l'oxygène. Quand ce fut fini, il s'est tourné vers moi dans le couloir.
Ne sois pas si tendu, Liv. Ça fait partie du processus. J'ai soutenu son regard fixement. Alors que le processus t'enterre. Je suis parti avant qu'il ne puisse répondre. Cette nuit-là, j'ai de nouveau rangé mon bureau, un sentiment de déjà-vu en haute définition. Seulement cette fois, je n'étais pas en colère. J'étais certaine. Je suis allé à la jetée où l'adresse d'Eleanor menait, un entrepôt converti face à la baie. La lumière filtrait à travers des stores entr'ouverts, le doux bourdonnement du jazz à l'intérieur. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Tu m'as trouvé. Je crois que j'en ai fini de travailler pour des voleurs. Elle a souri faiblement. Alors travaille pour toi. Nous avons parlé pendant des heures. Elle m'a montré ses plans inachevés pour un centre communautaire qu'elle avait autrefois rêvé de construire. Simple, durable, vivant. Je lui ai montré Havenworks. Elle a étudié mes croquis, traçant un coin avec un doigt. Tu construis comme quelqu'un qui a été effacé, a-t-elle dit doucement. C'est un genre de fin rare. Garde-la. À minuit, nous avons décidé de collaborer. Pas de contrat, pas d'investisseurs, juste deux femmes et une défiance partagée. Nous commencerions petit, reconstruirions le concept dans son atelier, et peut-être, si le monde ne nous engloutissait pas d'abord, donnerions vie à Havenworks. Une semaine plus tard, l'article a été publié dans le Charleston Design Journal. Mark et Men Crescent Haven vers une nouvelle ère de luxe écologique. Sa photo souriait, satisfaite. J'ai presque eu pitié de lui, presque, car je savais quelque chose qu'il ignorait, les plans volés ne peuvent pas supporter de fondation. Eleanor a appelé cet après-midi-là. Tu l'as vu? Oui. Alors tu sais quoi faire. J'ai ouvert mon ordinateur portable, supprimé tous les fichiers liés à e-group, et recommencé. Pas de logo brillant, pas de fausses promesses, juste des croquis, des équations et de l'espoir. Sur la première page de mon nouveau carnet, j'ai écrit « Construisez en silence ». Laissez les résultats faire le bruit. Les semaines ont passé au rythme du travail. Je passais mes matinées à rédiger, mes après-midi dans l'atelier d'Eleanor, nos mains tachées de graphite et de sueur de bois. Elle fredonnait en mesurant le bois. J'ai appris à écouter le craquement des poutres, le langage de la lumière. Un soir, alors que le soleil se fondait dans l'eau, elle a dit « Chaque plan raconte deux histoires. Celle que vous dessinez et celle que vous vivez à travers elle. » J'ai hoché la tête. Alors je veux que la mienne parle de survie. Elle a souri. C'est déjà le cas. La nuit où nous avons finalisé le premier prototype, le tonnerre grondait dehors, secouant les vitres. Je me suis souvenu de la nuit, il y a des années, où j'avais vu Marc monter sur cette scène et revendiquer mon travail. À l'époque, la tempête m'avait semblé une punition. Maintenant, elle ressemblait à des applaudissements. Eleanor a versé 2 verres de vin. À Havenworks, a-t-elle dit. À la construction de ce qui ne peut être volé, ai-je répondu. Plus tard, seul dans mon appartement, j'ai vérifié mes emails. Il y avait un autre message de Marquet. Objet, félicitations. Je l'ai ouvert. J'ai entendu dire que tu commençais quelque chose de ton côté. N'espère pas que cela ne coule pas comme le précédent. Pas de signature, pas de gentillesse, juste de la rancœur déguisée en inquiétude. J'ai fixé les mots jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Puis j'ai souri, j'ai supprimé l'email et j'ai murmuré dans la pièce silencieuse, voyons qui coule le premier. Dehors, la foudre éclairait le port. Le monde était bruyant, mais à l'intérieur, mon silence rugissait plus fort. Le soir du dîner de départ à la retraite de mon père ressemblait à une rediffusion de toutes les réunions de famille que nous avions jamais eues. Même rire, même vin, même hiérarchie. J'étais assise à l'extrémité de la longue table en acajou, à côté d'un vase de roses fanées, tandis que Chloé scintillait au centre, parfaitement encadrée par la lumière du lustre. Son mari Brad faisait la cour comme un hôte de gala. Maman volait autour, s'assurant que l'assiette de chacun restait pleine. J'ai essayé de ne pas penser au chèque que je ne pouvais pas écrire pour mon personnel cette semaine-là, ni au paiement de loyer qui attendait dans ma boîte de réception. Chaque rire à cette table sonnait comme un autre rappel que j'étais le fantôme de ma propre histoire familiale. Papa s'éclaircit la gorge, tapotant son verre. À ma merveilleuse femme, qui a été à mes côtés à travers chaque projet, et à ma fille, Chloé, dont la nouvelle entreprise se développe plus vite que nous ne l'aurions jamais rêvé.
Les invités ont applaudi. Les caméras ont flashé, et j'ai souri, faisant semblant que ma gorge ne brûlait pas. Et Liv, demanda un cousin éloigné qui ne connaissait clairement pas le scénario familial. Papa gloussa, dédaigneux. Oh, elle fait son truc créatif, n'est-ce pas, Liv? Je levai mon verre. C'est ça, mon truc créatif. Le rire qui suivit fut poli, creux, et assez acéré pour couper. Chloé se tourna vers moi avec son sourire parfaitement étudié. Toujours à gérer ce petit studio. Tu dois aimer ce que tu fais. Je posai mon verre avec fermeté. Oui. L'amour ne s'accompagne pas toujours d'applaudissements. Pendant une seconde, l'air se figea. Puis Brad se pencha et dit, les arts pour les rêveurs, Olivia. Mais tu as toujours été la sérieuse, n'est-ce pas? Je m'excusai avant de dire quelque chose qui aurait déchiré la soirée. Dehors, la nuit était fraîche, les lumières du jardin brillaient en anneaux jaunes doux. Je me tenais près du mur de la rivière, mes talons s'enfonçant légèrement dans l'herbe, et je respirais. Le son des rires flottait de la maison, familier, lointain et faux. Pendant un instant, j'ai presque dû partir, mais une voix tranquille à l'intérieur m'a poussé à rester. Le dénouement ne venait pas à ceux qui fuyaient. Quand papa sortit fumer, j'attendis qu'il me voie. Papa, dis-je doucement. Il hocha la tête, allumant sa cigarette. J'ai besoin de te demander quelque chose. Il exhala de la fumée dans l'obscurité. Qu'est-ce que c'est? 5 000 $, dis-je. Je suis à court pour la masse salariale ce mois-ci. Juste jusqu'à la clôture du prochain contrat. Il me regarda, la braise de sa cigarette brillant rouge entre nous. Puis il rit. Pas un rire doux, un rire profond et sonore. 5 000 $, Liv. Tu ne peux pas être sérieuse. Ma poitrine se serra. Je ne demande pas grand-chose. C'est un prêt. Il secoua la tête, narquois. Tu dois arrêter de traiter ton passe-temps comme une entreprise. Tu n'es pas Chloé. Tu n'as jamais été pratique. J'ai senti quelque chose en moi se figer. Alors c'est non. Il jeta sa cendre dans l'herbe. Ne fais pas de scène. Les invités de ta sœur sont encore là. J'ai hoché la tête, trop stupéfaite pour parler, et je me suis retourné pour partir. Alors que j'atteignais la porte du patio, Chloé est sortie. Sa robe scintillait sous la lumière du jardin. Tu ne peux pas simplement demander de l'argent à papa comme ça, dit-elle. C'est embarrassant. J'ai baissé la voix. Tu as eu une maison de plage en cadeau de mariage. J'ai demandé 5 000 $ pour payer mes employés. Elle croisa les bras, soupirant dramatiquement. Parce que j'ai fait des choix intelligents, Liv. Tu aurais pu rester à Atlanta, travailler avec de vrais cabinets. Mais non, tu devais être la rebelle. J'ai presque ri. Tu penses que l'indépendance est une rébellion? Chloé inclina la tête, la pitié dégoulinant de sa voix. Je pense que tu confonds l'entêtement et le succès. Je la fixai, le vent soulevant ses cheveux, et je réalisai à quel point ces mots sonnaient familiers. C'étaient les voix de nos parents sur son visage, dis-je doucement. Et tu confonds le privilège et le talent. Elle cligna des yeux, offensée. J'essayais seulement d'aider. Tu as assez aidé, dis-je, en la frôlant. Le gravier crissait sous mes talons alors que je traversais l'allée. Chaque pas me semblait plus lourd et plus léger à la fois. Au moment où j'atteignis ma voiture, les rires de la maison s'étaient éteints. Je m'assis au volant, les mains tremblantes. J'ouvris mon application bancaire. 2143 $. Ma gorge se serra. Ce n'était pas le chiffre qui importait. C'était de savoir à quel point je semblais insignifiante. Pour eux, à quel point ils m'avaient fait croire que j'étais insignifiante. Je me penchai en arrière, fixant la maison à travers le pare-brise. Une lumière chaude brillait à chaque fenêtre. De cette distance, cela semblait parfait, trop parfait, comme une photo encadrée pour cacher les fissures. J'ai démarré le moteur. Alors que les pneus roulaient sur la longue allée, je murmurai, vous avez ri à 5 000 $. Je m'assurais que vous vous souveniez de ce chiffre. Le lendemain matin, j'ai déverrouillé mon studio. L'air était vicié. Des papiers éparpillés là où je les avais laissés. Grace, mon assistante, n'était pas là.
Elle avait démissionné la semaine dernière après que son dernier chèque ait rebondi. Je me suis enfoncé dans ma chaise, fixant les croquis épinglés au mur. Des lignées des rêves se mélangeaient. Mon téléphone a vibré. Un email du propriétaire. Dernier avis. Loyer dû. Je l'ai lu une fois, puis j'ai fermé l'écran. Au lieu de cela, j'ai ouvert un autre message en attente d'Éléanore Delaney. J'ai un projet que vous voudrez peut-être voir. Pas glamour, mais il a un but. Retrouvez-moi au quai demain matin. J'ai répondu avant de réfléchir, dites-moi quand et où. Le son de ma propre voix m'a surprise quand j'ai dit à haute voix, 5000 raisons de construire mon propre empire. Cette nuit-là, je me suis assise sur le sol de mon appartement, entouré de factures impayées et de tasses de café vides. La ville bourdonnait derrière ma fenêtre, indifférente. J'ai regardé mon espace tranquille et j'ai réalisé qu'il me reflétait, dépouillé, mais toujours debout. Mon téléphone a vibré à nouveau. Maman. J'ai laissé sonner. Je n'étais pas prête pour une autre excuse qui n'en était pas une. J'ai ramassé le bracelet posé sur ma table basse, celui que maman m'avait donné pour mon 18e anniversaire. Un rappel, avait-elle dit, que peu importe où tu irais, tu aurais toujours une maison ici. Je l'ai soulevé à la lumière. Le fermoir s'était cassé. Une des perles a roulé sur le sol, tourbillonnant jusqu'à s'arrêter près du pied de ma chaise. Je ne l'ai pas ramassée. Certaines choses n'étaient pas destinées à être réparées. J'ai écrit dans mon carnet à la place. Plus de demandes. Plus d'attentes. Construis ce qu'ils ont dit que tu ne pouvais pas. Le lendemain matin, j'ai rangé mon portfolio et je me suis dirigé vers les quais. L'air sentait le sel et la rouille. Des bateaux se balançaient doucement contre le courant. Des mouettes criaient au-dessus de ma tête. En attendant Éléanore, j'ai pensé à tout ce que j'avais laissé derrière moi. Chaque dîner, chaque commentaire qui me disait de rester petite. J'ai réalisé que rien de tout cela ne me faisait plus mal. Ça n'avait juste aucune importance. Quand Éléanore est arrivée, elle semblait radieuse dans sa simplicité. Chemise blanche, pantalon sombre, yeux brillants de détermination. « Vous êtes venu » a-t-elle dit. « Vous avez demandé » ai-je répondu. Elle a souri, un sourire entendu, comme si elle comprenait toutes les batailles dont je venais de m'éloigner. « Bien » a-t-elle dit. « Alors construisons quelque chose que personne ne pourra vous prendre. » Ce soir-là, je suis retourné au studio et j'ai écrit 5 mots sur le tableau blanc au-dessus de mon bureau, le prix de leur rire. Je l'ai encerclé une fois, j'ai mis le capuchon sur le marqueur, et je me suis reculé. L'air semblait plus léger d'une manière ou d'une autre, comme si la pièce avait expiré avec moi. Par la fenêtre, je pouvais voir l'esquisse faible du quartier de mes parents de l'autre côté de la rivière, les lumières scintillant comme des étoiles qui refusaient de s'éteindre. Pendant des années, j'avais pris ces lumières pour des guides. Maintenant, je savais mieux. Ce n'étaient pas des balises. C'étaient des avertissements. J'ai éteint la lampe, murmurant dans le silence, « Vous ne m'entendrez pas venir la prochaine fois. » Puis je me suis glissé au lit, l'odeur du sel, s'accrochant toujours à mes cheveux, et j'ai rêvé de murs s'élevant de plans dessinés en défi, et d'une fondation posée non pas avec le pardon, mais avec la concentration. Le studio était silencieux quand j'ai déverrouillé la porte. La lumière du matin filtrait par les stores, traversant la poussière qui flottait dans l'air. Mes croquis étaient toujours épinglés au mur, s'enroulant sur les bords, l'odeur du café rassis persistant comme une accusation. Le bureau de Grace était vide. Sa chaise tournait vers la fenêtre. Elle avait laissé sa tasse, une tasse à fleurs que je lui avais achetée pour Noël. Elle portait encore une trace de rouge à lèvres sur le bord. J'ai passé un doigt le long du bord de ma table à dessin et j'ai murmuré. Nous avons essayé. Une enveloppe était posée sur mon ordinateur portable, le dernier avis du propriétaire. Je ne l'ai pas ouverte. Mon téléphone était posé face contre terre à côté, miraculeusement silencieux. Quand je l'ai enfin retourné, l'écran s'est allumé avec 0 nouveau message. Les clients avaient cessé d'appeler. Mon calendrier ressemblait à un s'éclaircit la gorge champ vide. Je me suis enfoncé dans ma chaise et j'ai fixé les plans qui signifiaient autrefois tout. La pièce ressemblait à un corps qui avait perdu son pouls. À midi, j'ai rangé le reste de mes affaires dans une boîte en carton, règles, quelques échantillons, mes carnets de croquis. J'ai éteint les lumières, verrouillé la porte et je suis resté un instant sur le trottoir dehors.
De l'autre côté de la rue, la boutique où Chloé faisait ses achats brillait au soleil. Je pouvais voir son reflet dans la vitrine, riant avec une amie, ses cheveux parfaits captant la lumière. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai juste regardé jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans sa voiture, le même SUV argenté dont elle s'était une fois vantée d'avoir acheté juste pour les courses. Le trajet de retour à la maison fut court mais lourd. Les rues de Charleston défilaient, toutes des chaînes et de la mousse espagnole fantomatique. Je me suis garé devant mon appartement, j'ai laissé la boîte sur le siège passager et je suis resté là jusqu'à ce que l'horloge du tableau de bord clignote 2h47. J'étais déjà venu ici, invisible, recommençant, la même douleur bourdonnant sous mes côtes. Seulement cette fois, je n'étais pas en colère. J'étais engourdi. Quand les gens parlent de point de rupture, ils imaginent quelque chose de bruyant. Mais le mien n'a rien fait de tel. Cette nuit-là, la pluie est arrivée. J'étais assise par terre, entourée de factures papier et de plans. Le genre de tempête qui ne frappait pas seulement les fenêtres, mais qui entrait avec moi. Ma facture d'électricité était en retard. Mes mains tremblaient alors que j'essayais de dessiner, mais le crayon glissait sur la page comme s'il m'avait oublié. J'ai appuyé mes paumes sur mes yeux jusqu'à ce que je voie des étincelles. Puis mon téléphone a vibré. Je ne voulais pas répondre, chaque appel récent étant un rappel d'échec. Mais quand j'ai vu le nom, je me suis figé. Eleanor Delaney. Son message était simple. J'ai vu votre ébauche de Havenworks. Retrouvons-nous demain à 10h. Apportez du courage, pas des références. J'ai essuyé mes yeux, tapé un seul mot, oui. À l'aube, j'ai fait du café assez fort pour réveiller les morts, et je suis allé au dock. Le bâtiment de la coopérative où travaillait Eleanor ressemblait à une ruine d'un autre siècle. Murs de briques, hautes fenêtres, vignes s'enroulant sur les côtés. À l'intérieur, l'odeur de cèdre et d'eau salée emplissait l'air. Elle était déjà là, manches retroussées, plans étalés sur une longue table en bois. Tu as l'air de quelqu'un qui a perdu le sommeil, dit-elle sans lever les yeux. Je pensais que c'était le prix d'entrée pour l'ambition. Eleanor sourit, petit mais sachant. Alors tu as payé en totalité. Nous avons passé des heures à parler de son ancien projet, un centre communautaire qu'elle avait conçu il y a des décennies et qui n'avait jamais obtenu de financement. Les dessins étaient magnifiques, mais inachevés, comme une histoire à laquelle il manquait sa dernière ligne. Ils m'ont dit que personne n'utiliserait un espace comme celui-ci, dit-elle, traçant les plans du bout du doigt. Ils avaient tort. Les gens ont toujours besoin d'endroits qui ne les jugent pas. Elle me tendit le crayon. Finis-le. Je la fixai. Vous êtes sérieuse? Complètement. J'ai respiré et j'ai commencé. Pendant les semaines qui ont suivi, l'atelier est devenu mon sanctuaire. J'ai nettoyé les sols, réparé les lampes, réorganisé les matériaux. Pendant la journée, je retravaillais son design. La nuit, je dormais sur un lit de camp dans le coin, bercé par le craquement des chevrons et le doux rythme de la marée extérieure. La première fois que j'ai vu la lumière du soleil se déverser par les fenêtres sur notre plan partagé, je me suis senti vivante à nouveau. Havenworks n'était plus seulement un projet. C'était une seconde langue. Eleanor était infatigable. Elle arrivait avec du café et des conseils avisés. Tu dessines comme quelqu'un qui a peur d'assumer son succès, disait-elle. Arrête de t'excuser dans tes lignes. Elle me regardait travailler, ses yeux vifs, son souffle court. Parfois elle toussait si fort qu'elle devait s'asseoir. Mais quand je lui demandais si elle allait bien, elle faisait un signe de la main. Juste le vieillissement. Rien qui vaille la peine de s'arrêter. Un soir, elle m'a raconté son histoire, la partie que personne ne connaissait. Un partenaire masculin avait volé ses dessins dans les années 90, les avait fait passer pour les siens, et avait gagné des prix pendant qu'elle était évincée. Ils m'ont dit de laisser tomber, dit-elle, fixant l'eau. Je l'ai fait, et ça a failli me tuer. Elle se tourna vers moi, la voix calme. Ne le laisse pas te tuer aussi. Ces mots s'ancrèrent dans mes os. Le lendemain matin, elle me tendit un épais dossier. Un de mes clients a transmis votre nom à un constructeur. Petit travail, rénovation près des marais. Prenez-le. Je pensais que nous étions encore. Elle m'interrompit. Vous pouvez faire les deux. L'échec ne paie pas les factures. Le progrès oui.
J'ai hoché la tête. Le projet s'est avéré être une modeste maison au bord du lac. Le client, Monsieur Alverson, était poli mais prudent. J'ai entendu de bonnes choses sur votre travail, a-t-il dit en me guidant à travers la coquille vide de la maison. On dit que vous avez le don d'insuffler de la vie au bois. J'ai souri. Je suis meilleur pour reconstruire que pour décorer. Il a gloussé. Ne le sommes-nous pas tous? Ce n'était pas un gros contrat, mais cela me tenait occupé, cela me permettait de payer les factures et de me donner de l'espace pour respirer. Chaque clou que je plantais, chaque croquis que j'affinais, me semblait une reconquête de territoire. Le premier chèque est arrivé un jeudi pluvieux. J'étais debout dans mon appartement, tenant l'enveloppe, non pas parce que j'avais besoin de l'argent. C'était à peine suffisant pour couvrir les dépenses, mais parce que cela me semblait la preuve que le monde ne m'avait pas complètement fermé ses portes. Cette nuit-là, je suis passé à l'atelier. Éléanore était là, penchée sur la table, ses cheveux argentés captant la lumière de la lampe. Je vous l'ai dit, a-t-elle dit, souriant faiblement. Il vous fallait juste la bonne ruine pour reconstruire. Je me suis assise à côté d'elle, versant du thé dans des tasses dépareillées. Regrettez-vous parfois d'être resté à l'écart des projecteurs? Elle m'a regardé, les yeux doux. Les projecteurs sont chauds jusqu'à ce qu'ils brûlent. Ce qui compte, c'est ce qui survit après qu'il fasse sombre. Dehors, le tonnerre grondait et la pluie a commencé à tapoter sur le toit. Nous avons travaillé côte à côte jusqu'à minuit. Le silence entre nous n'était pas vide. Il était plein comme une musique que nous seuls pouvions entendre. Plus tard, à la maison, j'ai trouvé le bracelet cassé toujours sur ma table. La perle que je n'avais pas ramassée des semaines auparavant avait disparu, probablement balayée lorsque j'avais nettoyé. Je ne ressentais pas son absence cette fois. C'était juste un objet qui avait accompli son but. Je me suis assise à mon bureau et j'ai écrit une note sur un bout de papier. Construire pour guérir, pas pour prouver. Je l'ai scotché au-dessus de mon moniteur. Mon téléphone a vibré, un message de maman. J'ai vu ton nom dans le journal. Ce truc communautaire a l'air merveilleux. Chloé prévoit un autre lancement bientôt. Peut-être que vous deux pourrez collaborer un jour. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé le message jusqu'à ce que les mots se brouillent et j'ai pensé que, un jour, signifiait peut-être jamais, et que ce n'était pas grave. Quand j'ai éteint la lampe, les lumières de l'atelier de l'autre côté de la rivière brillaient faiblement à travers ma fenêtre. Je pouvais presque voir Éléanore à l'intérieur, toujours éveillée, toujours en train de dessiner. J'ai murmuré, nous y arrivons, Madame Delaney. La tempête était passée à l'aube. Je suis sorti pieds nus, la rue glissante de pluie. L'air sentait le sel et le cèdre. J'ai levé les yeux vers le ciel gris doux et j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis des mois, mon silence ne ressemblait pas à une défaite. Il ressemblait à une direction. Je suis rentré, j'ai ouvert une nouvelle page dans mon carnet et j'ai écrit 2 mots au crayon gras, prochaine fondation. Puis j'ai recommencé à dessiner. Le soleil se déversait par les hautes fenêtres de l'entrepôt, traçant des bandes chaudes sur le sol en béton. J'entendais le bourdonnement des scies depuis l'arrière-salle et le faible rythme des mouettes à l'extérieur. La coopérative était de nouveau vivante. Madame Stellani était déjà là, manches retroussées, penchée sur une table à dessin couverte de plans. « Vous êtes en retard » dit-elle sans lever les yeux. « Seulement de 5 minutes » répondis-je en posant 2 cafés. « Vous ne dormez vraiment pas, n'est-ce pas ?» Elle sourit faiblement. « Pas quand il reste un but. » L'espace semblait différent maintenant, plus lumineux, plus plein. Nous avions retravaillé son ancien design pendant des semaines, transformant le projet de centre communautaire abandonné en quelque chose de nouveau. J'ai ajusté une lumière au-dessus du modèle, traçant mon doigt le long des panneaux transparents. « Et si nous ouvrions le couloir latéral ici ?» ai-je demandé. Laisser l'air circuler et le rendre moins confiné. Madame Delaney inclina la tête. « Vous pensez comme un architecte, pas un décorateur. » Peut-être que j'ai juste été mal étiqueté, dis-je doucement. Elle hocha la tête. Alors réétiquetons-vous. À midi, le concept avait un nom. Havenworks. Un lieu qui abrite les gens et les idées. Nous l'avons dit à voix haute ensemble, testant le son. Cela semblait juste. Solide, comme si le mot lui-même portait du poids.
Chaque génération a besoin d'un bâtisseur qui se souvient de celle d'avant, dit-elle d'une voix lente et délibérée. J'ai noté cette phrase dans le coin de mon carnet. Peut-être qu'un jour j'aurai le courage de la mettre sur un mur. Plus tard cet après-midi-là, alors que nous nous préparions pour une présentation à un petit groupe civique, un homme entra. Il était grand, avec des cheveux couleur sable et un calme qui ne correspondait pas tout à fait au bruit de l'atelier. Il regarda autour de lui, s'arrêtant devant notre maquette. « Qui a conçu cela ?» demanda-t-il. « Nous », répondit Madame Delaney. « C'est un concept de logement mixte durable. » Son regard dériva vers moi. « Vous avez dessiné la structure, dit-il, non pas comme une question. »« Avec elle, dis-je. »« Vous avez le sens de l'équilibre, dit-il en souriant. »« La plupart des gens surchargent la page. Vous laissez de la place à la lumière. » Son nom était Ethan Ward. Il possédait une petite entreprise de construction spécialisée dans les matériaux recyclés. Il ne ressemblait pas aux hommes d'affaires que j'avais rencontrés auparavant. Pas d'arrogance, pas de performance, juste de l'observation. Nous avons parlé quelques minutes de ratio de flux d'air et de grains de bois, mais sous les mots se trouvait quelque chose de plus calme, de la curiosité. Je n'étais pas sûr si c'était professionnel ou personnel, et je n'étais pas sûr de vouloir le découvrir. Avant de partir, il me tendit sa carte. « Si jamais vous avez besoin de partenaires, appelez-moi, dit-il. » Après son départ, Madame Delaney a haussé un sourcil. « Il semble intéressé par le projet, ai-je dit. » Elle a ri. « Bien sûr. » Une semaine plus tard, il a envoyé un email. L'objet disait « Laissez la terre parler ». Le message était court, « Venez voir une propriété près de Sullivan Island. Je pense que Havenworks pourrait y trouver sa place. » J'ai hésité. Mon dernier partenariat m'avait presque brisé. Mais les mots de Madame Delaney résonnaient, toutes les offres ne sont pas un piège. Certaines sont des invitations à évoluer. Nous avons roulé le long de la côte ce vendredi. La route coupait entre les marais et la mer, l'horizon tremblant de chaleur. Quand nous sommes arrivés, la propriété ne ressemblait à rien, un enchevêtrement de mauvaises herbes et de dalles de ciment brisées. Mais quand je suis sorti de la voiture, l'air était ouvert, expectatif. Ethan marchait devant, pointant les vestiges d'une ancienne fondation. L'ancien constructeur est parti après une tempête, a-t-il dit. Il disait que le sol ne pouvait pas supporter le poids, mais je pense qu'ils n'ont juste pas écouté ce que la terre voulait. Je me suis accroupi, j'ai passé mes doigts sur une pierre fissurée. Tout ce qui est cassé vous dit comment le reconstruire, ai-je murmuré. Il m'a regardé, ses yeux se plissant d'appréciation. Exactement, a-t-il dit. C'est pourquoi je vous veux sur ce projet. Madame Delaney a souri derrière nous. Alors ça s'est arrangé, a-t-elle dit. Mais je n'étais pas prête à accepter si facilement. Le souvenir de la trahison persistait comme un bruit de fond dans ma poitrine. Sur le chemin du retour, je regardais par la fenêtre, le littoral se brouillant. Lui faites-vous confiance, ai-je demandé. Non, a-t-elle dit. Mais je crois qu'il faut donner à la confiance la chance de faire ses preuves. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'entendais sans cesse la voix de Marquet, sa fausse sympathie quand il volait mes dessins, son rire poli à ce gars-là. Tu n'iras jamais loin sans le réseau d'un homme, avait-il dit. J'ai serré les draps, murmurant dans l'obscurité. Alors je construirai le mien. Le lendemain matin, j'ai dit oui à la proposition d'Ethan. Nous avons commencé à sonder le site en quelques jours. L'air était lourd de sel. Le sol était mou sous nos bottes. J'ai pris des photos, fait des croquis, noté où la lumière tombait à différentes heures. Tu vois des motifs, a dit Ethan en me regardant. La plupart des gens ne voient que le chaos. C'est ça le secret, ai-je dit. Le chaos ne demande qu'à être dessiné. Il a souri. Je pense que vous et moi parlons le même langage. Le travail a commencé lentement, puis tout d'un coup. Nous nous rencontrions tous les jours à la coopérative, affinant les plans, mesurant, discutant, riant. C'était étrange de travailler avec un homme qui ne faisait pas de compétition. Il contribuait simplement. Madame Delaney nous appelait la tempête et l'encre. Elle n'avait pas tort. J'étais implacable, dépassant les limites. Ethan était stable, méthodique. Ensemble, nous avons construit un rythme. Un soir,
après une longue journée, Madame Delaney s'est assise à côté de moi sur le banc devant l'atelier. Le port était calme. Le ciel strié de bleu pâle. « Tu sais pourquoi je t'ai choisi, Liv ?» demanda-t-elle. Je la regardai. « Parce que tu avais besoin d'une assistante. » Elle sourit tristement. « Parce que j'avais besoin d'une successeur. Ma santé n'est plus ce qu'elle était. » J'ai senti ma poitrine se serrer. « Ne parle pas comme ça. » Je dois, dit-elle doucement. Quand ils m'ont poussé dehors, j'ai cessé de croire que mon travail comptait. Puis je t'ai rencontré. Tu m'as rappelé que construire ne dépend pas de la jeunesse. C'est une question de continuité. Je ne savais pas quoi dire, alors je n'ai rien dit. J'ai juste tendu la main vers la sienne et nous sommes restés assises là alors que la marée montait. Une semaine plus tard, le conseil municipal a demandé une présentation publique de Havenworks. C'était notre chance de prouver la valeur du projet et d'obtenir une petite subvention. J'ai passé 3 nuits blanches à perfectionner notre proposition. Le jour de l'audience, j'ai enfilé mon blazer le plus propre, lissé mes notes et me suis tenu à côté de Madame Delaney au podium. Quand mon tour est venu, j'ai parlé de structure et de durabilité, de la façon dont le design n'était pas seulement un bâtiment, mais un système qui se guérissait lui-même, tout comme les gens. La pièce était silencieuse quand j'ai eu fini. Puis, un homme à la table du conseil s'est penché en arrière sur sa chaise, narquois. De grands rêves pour quelqu'un avec un petit portfolio, a-t-il dit. Son nom était Richard Claiborne, un investisseur connu lié à E-Group. Mon pouls a bondi, mais j'ai forcé ma voix à rester calme. Les rêves ont construit cette ville, monsieur, ai-je dit. Les budgets ne l'ont que décorée. La pièce a bruissé. Quelques personnes ont même applaudi doucement. Il a eu l'air surpris, mais n'a rien dit de plus. Nous n'avons pas obtenu la subvention, mais quelque chose de plus important a changé. Pour la première fois, j'avais été entendu. Cette nuit-là, Madame Delaney et moi étions assises dans l'atelier, entourées de plans et de café froid. « Que ferez-vous maintenant ?» demanda-t-elle. J'ai souri, épuisée, mais certaine. Construire quand même, elle a levé sa tasse. Aux femmes tenaces, aux survivantes, ai-je dit. J'ai imprimé des affiches le lendemain, Havenworks, un foyer pour chaque voix. J'en ai épinglé une à la porte de la coopérative, mes mains tremblantes, mais sûres. Alors que je reculais, Ethan est apparu derrière moi, lisant les mots. Si vous la construisez de toute façon, a-t-il dit. Je veux être de la partie. Je l'ai regardé un long moment, puis j'ai hoché la tête. D'accord. Mais cette fois, personne ne retire mon nom du mur. Il a souri. Marché conclu. Alors qu'il s'éloignait, mon téléphone a vibré. Un nouvel email. Je l'ai ouvert. De Marquet. Objet, entendu parler de ton petit projet. J'espère qu'il ne coule pas comme le précédent. J'ai fixé l'écran, puis j'ai appuyé sur « Supprimer ». L'air autour de moi était frais, stable, vivant. Voyons qui coule le premier, ai-je murmuré. Dehors, le vent a redoublé, emportant l'odeur du sel et de la pluie. Les lumières de l'atelier brillaient derrière moi comme des lanternes dans une tempête. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas petite. Je me sentais comme le début de quelque chose de permanent. Le premier coup de marteau retentit juste après le lever du soleil. Il résonna sur le terrain vide comme un battement de cœur fort et certain. Lorsque je suis arrivé, l'équipe installait déjà des échafaudages, l'air épais de l'odeur de sueur et de sel. Havenworks avait commencé à s'élever, non plus comme une idée, mais comme de l'acier, du bois et du mouvement. Je me tenais au bord de la fondation, casque sur la tête, planche à pince en main, regardant la lumière du matin se poser sur le ciment humide. Ethan était accroupi près du poteau d'angle, examinant les plans. Il leva les yeux quand il me vit. « Tu réalises que nous construisons quelque chose que les gens disaient impossible à construire, dit-il. J'ai souri. Bien. Qu'il continue à parler pendant que nous travaillons. Le site bourdonnait de rythme, de clous, de forêts, de rires. Nous étions une petite équipe, Rachel, une ingénieure en structure qui avait quitté une grande entreprise après avoir été ignorée pour une promotion. Marcus, notre responsable de la conformité, silencieux mais précis, et 2 apprentis du collège technique local. Tout le monde ici avait été sous-estimé ailleurs.
Cela faisait partie du design. Havenworks n'était pas seulement un bâtiment. C'était une déclaration. Lors de la première réunion d'équipe, je leur ai dit, nous ne construisons pas pour l'approbation. Nous construisons pour prouver l'existence. Ils ont applaudi, non pas poliment, mais avec conviction. Ce son est resté avec moi longtemps après la fin de la réunion. Dès la deuxième semaine, les progrès étaient tangibles. Des murs étaient encadrés, des poutres se dressaient et la lumière du soleil frappait les espaces ouverts exactement comme je l'avais imaginé des mois auparavant. Chaque clou enfoncé me semblait une reconquête d'un morceau de quelque chose que j'avais perdu. Madame Delaney passait tous les 2 jours, c'est pas plus lent, mais son esprit vif. Elle se tenait près de la clôture, les mains dans les poches, souriant comme si elle assistait à sa propre résurrection. « Vous faites respirer le plan », m'a-t-elle dit un après-midi. C'est tout ce qu'un designer veut. Puis vint la lettre de la ville, inspection prévue, éventuel problème de conformité. Mon estomac se contracta dès que je la lus. La date correspondait parfaitement à notre première phase de mur ouvert, où tout semblerait encore brut. Ethan me trouva en train de faire les 100 pas devant la remorque. « Tu penses que c'est » demanda-t-il. « Je sais que c'est lui » dis-je. Il attendait une faille. Il hocha la tête, la mâchoire serrée. Alors nous ne leur laissons rien trouver. Les 3 jours suivants se sont brouillés. Rachel a revérifié chaque boulon et chaque poutre. Marcus a examiné les codes ligne par ligne. Nous avons dormi par quart, alimentés par du café noir et de l'entêtement. Quand les inspecteurs sont arrivés, je les ai accueillis avec un calme que je ne ressentais pas entièrement. Ils avaient des expressions neutres, des planchettes prêtes, l'odeur de la bureaucratie lourde dans l'air. Contrôle de routine, dit l'un d'eux, bien que son ton portât une légère trace de scepticisme. Ils ont arpenté le site pendant 2 heures. J'ai suivi en silence, répondant aux questions, signalant les renforts, expliquant les systèmes de ventilation et les mesures de sécurité. Finalement, l'un d'eux a fermé son dossier et a dit « Ce site est plus propre que l'hôtel de ville ». L'autre a ri sous cap. Alors qu'il partait, Ethan m'a tapoté doucement l'épaule. « Tu les as juste battus par le silence. » Cette nuit-là, j'ai trouvé Madame Delaney assise sur les marches de l'atelier, sa respiration courte. « Vous devriez vous reposer, ai-je dit. » Elle a souri faiblement. Je voulais le voir tant que je le peux encore. Ma poitrine s'est serrée. Ne parlez pas comme ça. Elle a tendu la main vers la mienne. Je ne suis pas encore en train de mourir, Liv. J'apprends juste à lâcher prise. Elle a regardé la lueur des lumières de la construction. Promets-moi quelque chose. N'importe quoi. Quand je serai parti, tu continueras cela. Tu enseigneras ce que je n'ai pas pu. J'ai dégluti difficilement. Tu seras là pour le voir finir. Elle n'a pas répondu, et ce silence a tout dit. 2 semaines plus tard, l'appel est arrivé. Je l'ai manqué la première fois car j'étais sur le site à me disputer avec des fournisseurs à propos de livraison en retard. Quand j'ai enfin vu le message vocal, mes mains sont devenues froides. C'est le docteur Hammond. Je suis désolé de vous informer, je n'ai pas écouté le reste. Je n'en avais pas besoin. Ce soir-là, j'étais seul dans l'atelier. Sa table à dessin était toujours couverte de copeaux de crayons et de croquis, ses lunettes soigneusement pliées à côté. J'ai trouvé une enveloppe scellée adressée à moi de sa main. À l'intérieur se trouvait un vieux plan, la première ébauche de Havenworks, et une note qui disait « Toute femme forte a été un jour traitée de têtue. Ne t'en excuse pas. » J'ai serré le papier contre ma poitrine et j'ai murmuré « Je ne le ferai pas. » Le lendemain matin, je suis retourné sur le site. Tout le monde a pu voir que quelque chose avait changé en moi, mais personne n'a posé de questions. Ils ont juste travaillé plus dur. C'était le genre d'équipe que Delaney avait construite, une famille faite de compréhension silencieuse. Quand le premier mur s'est élevé, je me suis tenu en dessous, le soleil derrière moi, le vent tirant mes cheveux. Pour elle, ai-je dit doucement. Rachel a hoché la tête. Pour nous tous, alors que la structure grandissait, notre élan aussi. Havenworks n'était plus seulement un bâtiment. C'était la preuve que la perte pouvait encore créer de la vie. Nous avons repensé l'espace, ajouté une serre sur le toit, élargi les ateliers pour inclure des programmes de mentorat pour les jeunes. Le journal local a publié un petit article, Ancien architecte,
fait revivre le terrain oublié de Charleston. Ce n'était que quelques paragraphes, mais cela s'est répandu plus vite que nous ne l'avions prévu. Ce week-end-là, j'ai entendu 2 fonctionnaires de la ville passer près du site. « Tu as entendu parler de ce truc Havenworks ?» demanda l'un. « Ouais, ils disent que c'est l'avenir du design durable. » L'autre a ri. « C'est drôle, n'est-ce pas ? N'est-ce pas elle qui travaillait pour elle ? » La mention de son nom ne me faisait plus tressaillir. Cela me rappelait juste le chemin parcouru. Puis la nouvelle a atteint ma famille. Je l'ai su au moment où maman a appelé. « J'ai vu ton nom dans le journal », a-t-elle dit, sa voix à moitié curieuse, à moitié méfiante. « C'est bien que tu ailles mieux. »« Merci », ai-je dit. « Comment va papa ? » Il ralentit, a-t-elle répondu. « Il est fier, tu sais. »« Il l'est ?» Il y a eu une pause. « Eh bien, Chloé dit que c'est inspirant. Peut-être qu'elle visitera ton centre un jour. » J'ai souri à moi-même. Peut-être un jour. Nous savions toutes les deux que cela signifiait jamais. La semaine suivante, nous avons organisé une inauguration discrète pour la communauté locale. Des enfants couraient dans les couloirs ouverts en riant. L'air sentait le cèdre et les nouveaux départs. Rachel jouait le guide touristique tandis qu'Ethan ajustait un luminaire vacillant. Quand mon tour est venu de parler, je me suis tenu sur une petite estrade, microphone à la main. Il ne s'agit pas de richesse, ai-je dit, ma voix calme. Il s'agit d'un travail qui survit à la moquerie. Il s'agit de ce qui se passe quand vous cessez de demander la permission d'exister. Des applaudissements ont traversé la foule. À l'arrière, j'ai aperçu un bouquet de lys avec une petite carte glissée entre les tiges. L'écriture était familière. Nous sommes fiers de toi, maman. J'ai laissé les fleurs sur la table quand je suis rentré ce soir-là. Certaines choses étaient mieux laissées là où elles fleurissaient. Au crépuscule, je suis retourné sur le site une dernière fois avant de verrouiller. Les lumières du 2e étage brillaient de l'autre côté de la rue, projetant de longs reflets sur le trottoir mouillé. Je me suis appuyé sur la balustrade, respirant l'odeur du bois et de la pluie. La voix de Madame Delaney résonnait faiblement dans mon esprit. « Tu construis comme quelqu'un qui a été effacé. » C'était peut-être vrai. Mais maintenant, je n'essayais plus d'être remarqué. J'essayais de construire quelque chose qui ne pouvait pas être oublié. Quand je me suis retourné pour partir, Ethan se tenait près de son camion, les mains dans les poches, regardant le bâtiment. « C'est magnifique », a-t-il dit. « Elle serait fière. »« Elle l'est », ai-je dit doucement. « Elle est partout dedans. » Il a hoché la tête. « Qu'est-ce qui suit pour vous, Bennett ?» J'ai souri. « Expansion ?» Il a souri. « Alors je vous verrai demain. » Alors qu'il s'éloignait, mon téléphone a vibré. Une notification du registre des entreprises de la ville, Havenworks Incorporated. Approuvé. J'ai ri doucement, un son qui m'a surprise. Ce n'était pas un triomphe. C'était la paix. J'ai levé les yeux vers le bâtiment une fois de plus, les fenêtres brillant comme des lanternes dans l'obscurité. Ils ont construit des murs autour de mon silence, ai-je murmuré. Je les ai transformés en ma fondation, et pour la première fois, le monde a semblé écouter. 6 mois plus tard, le soleil se leva sur Charleston comme une douce excuse. La façade de verre de Havenworks scintillait dans la lumière du matin, chaque reflet vivant de mouvement. À l'intérieur, les couloirs bourdonnaient de conversations, du doux ronronnement des ordinateurs et du rythme d'un travail qui ne dormait jamais vraiment. J'ai traversé l'atrium pieds nus, café à la main, le sol en marbre frais contre ma peau. Le bâtiment était devenu tout ce dont nous avions rêvé, ouvert, respirant, vivant. Il n'appartenait plus à moi seul. Il appartenait à la ville. Rachel fit un signe de la main depuis son bureau près du panneau de contrôle solaire. « Vous êtes en avance, dit-elle. »« Je n'ai pas pu dormir, répondis-je. »« Trop calme sans échéance, sourit-elle. »« C'est un bon problème à avoir. » Je me suis tenu près de la paroi vitrée donnant sur la cour. Le jardin en contrebas était rempli d'étudiants du programme de bourse de design, celui que nous avions lancé au nom de Madame Delaney. Les voir là apportait toujours une étrange douleur, fierté et chagrin entrelacés. J'avais tenu ma promesse envers elle. Havenworks ne se tenait pas seulement debout, il prospérait. Puis le courrier électronique arriva.
Il arriva discrètement, niché entre des mises à jour d'investisseurs et des bulletins d'information, avec pour objet, déjeuner du dimanche. Anniversaire de papa. L'écriture de ma mère était scannée dans l'image d'en-tête, élégante et familière. Ton père insiste pour que tu viennes cette année, disait-il. Il aimerait parler. Chloé sera là aussi. Je fixai l'écran un long moment, les mots se fondant les uns dans les autres. Ethan apparut dans l'embrasure de la porte avec 2 cafés. Tu as l'air de quelqu'un qui décide de mettre le feu à quelque chose, dit-il. Je lui tendis l'ordinateur portable. Il lut le message et haussa un sourcil. Tu y vas. Pas pour eux, dis-je. Pour un dénouement. La route menant à la maison de mes parents ressemblait à ce qu'elle avait toujours été, des chênes arquant leurs branches au-dessus, du gravier crissant sous les pneus. Le faible bourdonnement des cigales s'élevant des champs. Mais la maison elle-même semblait plus petite maintenant, comme si le temps l'avait tranquillement rétrécie sans que personne ne le remarque. La peinture s'écaillait des volets, et la pelouse autrefois parfaite était clairsemée. Quelques ballons se balançaient mollement sur la rampe du porche. Maman ouvrit la porte avec un sourire forcé. « Liv, tu as l'air. » Elle s'interrompit. « Ça fait longtemps. »« Oui, dis-je en entrant. » L'air sentait la cannelle et le vieux parfum. Dans le salon, Chloé et Brad étaient déjà assis, leur voix basse mais tendue. Ils levèrent les yeux à mon entrée. Les yeux de Brad se posèrent sur les miens avant de se baisser vers le tapis. Papa était assis en bout de table, plus mince que dans mon souvenir, sa voix autrefois autoritaire plus douce. « Liv, dit-il, le mot presque tendre. Ça fait plaisir de te voir. »« Toi aussi, répondis-je, bien que ce ne soit pas vrai. » Le repas se passa dans un silence gênant jusqu'à ce que Chloé prenne enfin la parole. « Nous voulions vous demander, commença-t-elle. Vous avez construit quelque chose d'incroyable, Liv. Tout le monde parle de Havenworks. Peut-être pourrions-nous. » Elle jeta un coup d'œil à Brad, puis continua, collaborer d'une manière ou d'une autre. Brad s'éclaircit la gorge. Nous relançons le cabinet, dit-il. De nouveaux investisseurs, de nouveaux projets. Tu pourrais apporter ta magie de la durabilité à nos designs. Je posai ma fourchette. Tu veux dire l'entreprise qui a surconstruit des condos de luxe et a fait faillite? Il rougit. C'était de la malchance. Chloé força un rire. Nous pensions juste que, puisque nous sommes de la famille, ça pourrait être une bonne publicité. Maman hocha la tête, impatiente. Cela signifierait beaucoup pour ton père. Tu as si bien réussi. Peut-être pourrais-tu les aider à se remettre sur pied. Les mots étaient trop familiers. Aide, soutien, sacrifice. Je pliai ma serviette lentement. Quand j'ai demandé 5 000 $ l'année dernière, vous avez ri. Maintenant, vous me demandez un demi-million en partenariat. Le sourire de Chloé vacilla. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça, dis-je doucement. La pièce devint silencieuse. Papa essaya de sauver la situation. Nous avons eu tort de douter de toi, dit-il. Tu as tellement grandi. Je le regardai. Non, je n'ai pas grandi. J'ai juste cessé d'avoir besoin de votre permission. Pendant un instant, personne ne respira. Puis maman murmura. Tu as l'air différente. Je le suis, dis-je. Parce que j'ai appris que la famille n'est pas la même chose que la loyauté. Tu m'as appris ça, marmonna Brad. Tu n'as pas besoin d'être cruel. Je me tournai vers lui. Ce n'est pas de la cruauté. C'est la conséquence. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et définitifs. Chloé fixa son assiette, les yeux brillants. Tu as changé, Liv. Je rencontrai son regard. Toi aussi. Juste pas dans la même direction. Quand le dessert arriva, personne ne mangea. Je me levai pour partir, et maman me suivit jusqu'au porche. Tu as bien réussi, dit-elle doucement. Mais n'oublie pas qui t'a aimé la première. Je la regardai, cherchant la mère que j'avais l'habitude d'imaginer se cachant en dessous. Tu ne m'as pas aimé la première, dis-je. Tu m'as juste remarqué en dernier. Son visage se chiffonna, mais je ne restai pas pour regarder. L'air extérieur était lourd de l'odeur de la pluie. Je me dirigeai vers ma voiture, les clés tremblant dans ma main. Alors que j'ouvrais la porte,
Chloé m'appela par derrière. Liv, je me retournai. Elle hésita, sa voix se brisant. Je suis désolé pour cette nuit, d'avoir ri. Pour la première fois depuis des années, je vis quelque chose de réel vaciller dans ses yeux. Du regret peut-être, ou de l'épuisement. Tu devrais l'être, dis-je. Mais je te pardonne. Elle cligna des yeux, surprise. Juste comme ça. Non, dis-je. Cela a pris une vie entière. Je partis sans regarder en arrière. La pluie commença à mi-chemin de l'autoroute, douce au début, puis constante. Quand j'atteignis le pont, je ralentis. C'était le même que j'avais traversé après le mariage de Chloé. La nuit où ils avaient ri, la nuit où tout en moi s'était brisé. À l'époque, je m'étais éloigné, noyé dans l'humiliation. Maintenant, je baissais la vitre et laissais la pluie frapper mon visage. Les lumières de la ville scintillaient sur l'eau et pour la première fois le pont ressemblait à la liberté et non à l'évasion. À la maison, le silence régnait, hormis le doux ronronnement du réfrigérateur et le léger tic-tac de l'horloge dans le couloir. Je me versai un verre de vin et me postai à la fenêtre donnant sur la rivière. La Phantom 8 était garée dans l'allée, son capot argenté, captant la lueur des lampadaires. Il y a 6 mois, j'avais construit Havenworks à partir de rien. Ce soir, j'ai réalisé que je m'étais reconstruite moi aussi, cria Ethan. Vous en sortez à peine vivante, dis-je en souriant. Il rit. Ils finiront par revenir. Peut-être, dis-je. Mais je n'attendrai pas. Le lendemain matin, le journal local publia un article sur l'expansion de Havenworks à Savannah. Ma photo était en première page, moi debout sous le toit de verre, les bras croisés, les yeux fixés vers l'avant. La légende disait, Olivia Bennett, fondatrice de Havenworks, une force tranquille de changement. De l'autre côté de la ville, j'imaginais ma famille le voir, peut-être dans la même cuisine où il m'avait autrefois rejeté. Je me demandais ce qu'il dirait. Peut-être rien. Le silence avait toujours été notre langage, mais maintenant c'était le mien à commander. Plus tard ce soir-là, Ethan passa avec du champagne. Aussi moi, dit-il, faisant sauter le bouchon. Et au suivant, nous nous sommes assis sur le patio, regardant le soleil se fondre à l'horizon, le ciel se transformant en or. Qu'est-ce qui suit, demanda-t-il. J'ai pensé au vieux plan que Madame Delaney m'avait laissé, celui marqué de son écriture. Construisez pour celles à qui l'on a dit de ne pas le faire. Je pense qu'il est temps de construire le deuxième Havenworks, ai-je dit. Quelque part où il ne s'attendait jamais à me voir aller. Il leva son verre. Alors commençons à dessiner. Les vagues roulaient contre le rivage, régulières et indulgentes. J'ai regardé l'océan et j'ai murmuré, ils ont ri à $5000. Maintenant, le silence vaut des millions. Ethan n'a pas demandé ce que je voulais dire. Il a juste hoché la tête comme s'il avait entendu toute l'histoire dans mon ton. La nuit s'étirait, longue et immobile. Pour la première fois, mon cœur n'était pas lourd de ce que j'avais perdu. Il était rempli de ce que j'avais construit. Le moteur de la Phantom ronronnait comme de la soie alors que je tournais sur la route côtière. Le soleil de fin d'après-midi fondait dans l'eau, diffusant la lumière sur le pare-brise. 6 mois s'étaient écoulés depuis la confrontation à la maison de mes parents, et j'avais passé chacun de plonger dans les plans et les délais. Havenworks Savannah était presque achevé maintenant, une version plus grande, plus audacieuse du premier. Le succès avait une texture étrange. C'était à la fois exaltant et solitaire. Quand j'ai esquissé le design de Havenworks pour la première fois, je n'aurais jamais imaginé que cela me mènerait ici, dans un endroit où le silence n'était plus ma blessure, mais mon arme. Je suis entré dans l'allée de ma nouvelle maison à Riverland Terrace. Les grilles de fer s'ouvrirent silencieusement, révélant la demeure à façade de verre que j'avais moi-même conçue. Ce n'était pas seulement magnifique, c'était délibéré. Chaque ligne, chaque fenêtre, chaque reflet parlait d'indépendance. Je me suis garé sous le porche, la porte de la voiture se fermant avec un murmure. La maison brillait à l'heure dorée, sa surface reflétant la rivière. À l'intérieur, tout était propre, chêne pâle et marbre, la lumière du soleil inondant les hautes fenêtres. C'était ce que j'avais construit des cendres de la moquerie. J'ai traversé le hall d'entrée pieds nus, mais pas résonnant. Pendant un instant, je suis resté immobile, laissant le bourdonnement de la maison m'envahir. J'avais imaginé cela tant de fois, la première nuit dans un endroit entièrement à moi. Pas de murs empruntés,
pas d'air partagé, seulement la paix. J'ai versé un verre de vin et je suis sorti sur la terrasse. En dessous, la rivière s'incurvait lentement, calme et sans fin. J'ai murmuré à personne. C'est ce que 5000 $ sont devenus. Un coup à la porte rompit le silence. Je n'attendais personne. Quand j'ai ouvert, je me suis figé. Chloé se tenait là dans un blazer crème, les cheveux tirés en chignon bas, les yeux ombragés. Derrière elle, Brad traînait près d'un SUV blanc. « On peut entrer ?» demanda-t-elle. Sa voix était douce, incertaine. Je me suis écarté. « Vous l'avez déjà fait une fois. Autant recommencer. » Ils m'ont suivi dans le salon. Le regard de Chloé balaya l'espace. Ses larges baies vitrées, les œuvres d'art au mur, la lumière tombant en cascade sur le sol en pierre. « Bel endroit », dit-elle en forçant un sourire. Ça a dû être une bonne année. Ça a été une année tranquille, répondis-je. Brad s'assit maladroitement sur le bord du canapé. Nous ne serions pas là si ce n'était pas grave, commença-t-il. Notre cabinet a des problèmes. Les investisseurs se sont retirés. Nous avons perdu 2 contrats importants. Chloé prit la suite. Nous pensions que vous pourriez peut-être aider. Vous avez les ressources maintenant et vous connaissez l'industrie. Elle fit une pause, ses yeux se posant sur les miens. Ce serait bon pour la famille. J'ai ri doucement, non pas cruellement, mais avec incrédulité. La famille, ai-je répété. C'est un mot intéressant pour des gens qui m'ont ri au nez dans leur salle à manger. Chloé détourna le regard. C'était une erreur. Nous le savons maintenant. Vous ne pouvez pas réécrire l'histoire parce que la fin a changé, ai-je dit. Vous m'avez dit que j'étais folle de courir après quelque chose de petit. Il s'avère que les petites choses grandissent quand on arrête de les écraser. Brad tenta à nouveau, sa voix empreinte de désespoir. Nous demandons juste une chance de collaborer. Peut-être que vous pourriez fusionner Avenworks avec notre cabinet, sauver des emplois. Nous aider à reconstruire. Je posai mon verre. Vous voulez dire le même cabinet qui m'appelait le fardeau de la famille, qui a refusé de m'embaucher parce que j'étais trop émotive pour le leadership? Celui que vous avez construit sur l'illusion de la perfection? Il se tortilla sur son siège. Ce n'est pas juste. Juste, ai-je demandé. Quand j'ai demandé 5000 $, vous avez ri. Quand j'avais besoin d'une chaise à votre table, vous m'avez dit d'apporter la mienne. Je l'ai fait. J'ai construit une maison entière à la place. Les yeux de Chloé se remplirent de larmes. Tu n'as pas besoin d'être cruel. Ce n'est pas de la cruauté, dis-je d'un ton égal. C'est la conséquence. Pendant un long moment, personne ne parla. Le seul son était le léger tic-tac de l'horloge. Finalement, Chloé murmura. Nous avons fait des erreurs. Nous étions jaloux. J'étais jalouse. Je m'adoucissais légèrement. Tu aurais dû me le dire il y a longtemps. Elle me regarda impuissante. Tu ne sais pas ce que c'est d'être la favorite, toujours peur de tomber. Je pensais qu'être adoré signifiait être en sécurité. Je rencontrais son regard et je pensais qu'être invisible signifiait être rien. Il s'avéra que nous avions toutes les deux tort. Elle hocha la tête lentement, des larmes coulant sur sa joue. Brad se leva. Bon, on s'en va, dit-il doucement. Je n'aurais pas dû demander, dis-je à Brad alors qu'ils atteignaient la porte. J'espère que vous trouverez ce pourquoi vous construisiez. Mais cette maison, cette vie, elle n'est pas construite par pitié. Elle est construite par la preuve. Quand la porte se ferma, je ne ressentis aucune satisfaction, aucun triomphe, seulement le calme. L'air semblait plus léger, plus pur. Le pardon, réalisai-je, n'avait pas toujours besoin de mots. Il avait juste besoin de distance. Plus tard ce soir-là, Ethan est passé pour déposer des rapports de Savannah. Il m'a trouvé assise sur la terrasse, le ciel d'un violet profond au-dessus de la rivière. Tu as l'air de quelqu'un qui vient de gagner une guerre, dit-il. Peut-être que oui, dis-je. Une guerre silencieuse. Il se versa un verre de vin et s'assit en face de moi. J'ai vu les nouveaux plans. Tu es vraiment en train d'agrandir ce truc, hein? Des plans mondiaux. Peut-être, dis-je. Peut-être pas pour moi. Pour les femmes qui viendront après, celles à qui l'on dit encore qu'elles n'ont pas leur place dans la pièce.
Il se pencha en arrière, m'étudiant. Tu as changé, Liv. J'ai juste cessé de m'excuser, ai-je dit. Il s'avère que cela change tout. Mon téléphone a vibré. Une alerte d'actualité est apparue sur l'écran. Marc est fait l'objet d'une enquête pour fraude. J'ai cliqué dessus. L'article détaillait une série d'irrégularités financières, de poursuites judiciaires de clients et de contrats falsifiés. Son empire s'effondrait. Ethan a vu mon expression. Qu'est-ce que c'est, le karma, ai-je simplement dit. Il a gloussé. Elle est ponctuelle cette fois. J'ai souri. Elle avait juste besoin d'un bon architecte. Nous sommes restés là en silence, le son de la rivière remplissant les vides. Les lumières de la ville scintillaient faiblement à l'horizon. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus comme si je courais vers quelque chose ou fuyais quelque chose. J'étais exactement là où je devais être. Plus tard cette nuit-là, j'ai de nouveau traversé la maison, chaque pièce brillant sous de douces lampes. Quand j'ai atteint l'escalier, je me suis arrêté. À gauche se trouvait un petit bureau, la seule pièce que je n'avais pas encore meublée. J'ai ouvert la porte. Elle était étroite avec une fenêtre donnant sur l'eau. Les murs étaient blancs et nus, mais cela me semblait familier. J'ai compris pourquoi. C'était la même forme que la petite chambre où j'avais grandi, celle dont personne ne voulait. Je l'avais construite intentionnellement, inconsciemment, peut-être comme un rappel. Je suis entré et j'ai passé ma main sur le mur. Tu vois, ai-je murmuré, nous avons enfin réussi. Le lendemain matin, j'ai conduit la fantôme sur le pont au lever du soleil. La ville se déployait devant moi, dorée et immobile. J'ai pensé à toutes les nuits où j'avais pleuré, parcourant le même chemin, me demandant si le succès me suffirait un jour. Maintenant, je savais qu'il ne s'agissait pas de suffisant. Il s'agissait d'arriver. Quand je suis rentré à la maison, un message texte m'attendait du National Architecture Board. Félicitations, mademoiselle Bennett. Vous avez été sélectionnée comme innovatrice de l'année. Invitation à la conférence de presse à suivre. J'ai ri, le son se répandant dans la cuisine vide. Ils ont ri à 5 000 $, ai-je dit à voix haute. Maintenant, ils paieront pour m'entendre parler. J'ai versé une autre tasse de café, regardant la lumière s'étirer sur l'eau. Pour la première fois, je n'avais besoin de validation de personne. Le silence n'était plus lourd. Il était doré, comme si le monde s'était enfin accordé à ma fréquence. Dehors, la rivière coulait sans hâte, reflétant le lent éveil du ciel. Ma maison se tenait immobile et radieuse au bord du monde. Preuve que certains rêves ne crient pas. Quand ils arrivent, ils chuchotent, et le monde écoute. L'invitation arriva un jeudi matin, glissée dans une enveloppe à bordure dorée. L'écriture de ma mère s'incurvait soigneusement sur le devant, dîner de famille dimanche. Pour l'anniversaire de ton père, s'il te plaît, viens. Je la fixai un long moment, la retournant dans mes mains, comme si le papier pouvait me dire ce qu'il voulait vraiment. Cela faisait plus d'1 an que la nuit où ils m'avaient ri au nez hors de leur maison. L'idée de retourner à cette table semblait surréaliste, comme revenir dans un souvenir que j'avais déjà enfoui. Quand je l'ai dit à Ethan, il n'a pas essayé de me convaincre dans un sens ou dans l'autre. Tu ne leur dois pas ta présence, dit-il. Je sais, répondis-je. Mais parfois la justice mérite un témoin. Le dimanche arriva trop vite. Le retour à la maison de mes parents ressemblait à un voyage dans le temps. Les rues semblaient plus petites, les arbres plus vieux, et l'air plus lourd d'humidité et de nostalgie. Quand je me garai dans l'allée familière, je vis la même lumière de Porsche briller, la même boîte aux lettres ébréchées, le même carillon avant tintant faiblement contre le bois. C'était comme si rien n'avait changé, sauf moi. Maman ouvrit la porte avec un sourire prudent. « Liv, tu as l'air formidable, dit-elle. Ça fait un moment. Oui, dis-je en entrant. Le salon sentait le poulet rôti et le vieux parfum. La table à manger était déjà mise, bougies scintillantes, verre à vin poli à la perfection. Mon père était assis à la tête, sa posture toujours fière, mais son visage marqué par l'épuisement. Chloé était là aussi, ses cheveux plus courts maintenant, son sourire plus pâle. Elle leva les yeux en me voyant. « Tu es venu, dit-elle doucement. »« J'ai dit que je le ferais, répondis-je. Le dîner commença par de petites conversations, la météo, les potins locaux, la nouvelle construction du pont près de la rivière.
C'était poli, presque répété. Je mâchais ma nourriture lentement, attendant. Je savais qu'il y avait une raison à leur invitation, et ce n'était pas la nostalgie. Finalement, papa posa sa fourchette et s'éclaircit la gorge. Je voulais dire quelque chose, commença-t-il. J'ai été dur avec toi, Liv. Trop dur, peut-être, mais je voulais que tu sois forte. Je le fixais, la lumière de la bougie se reflétant dans son verre. Tu ne m'as pas rendue forte, dis-je calmement. Tu m'as rendue silencieuse. J'ai appris la force ailleurs. La table devint silencieuse. Maman tendit la main vers sa serviette, tapotant sur rien. Vous deux, vous n'avez pas besoin de vous disputer, dit-elle. C'est l'anniversaire de ton père. Je ne me dispute pas, dis-je. Je me souviens. Chloé baissa les yeux, ses doigts traçant le bord de son verre de vin. Tu te souviens toujours de tout, dit-elle doucement. Quelqu'un devait le faire, répondis-je. L'air était lourd de choses inexprimées. Finalement, Chloé rompit le silence. Tu avais raison, dit-elle, à propos de tout. Je la regardai, incertaine de la croire. Elle continua. Je pensais qu'il m'aimait plus parce que je le méritais. Mais peut-être que j'en avais juste plus besoin. J'étais jalouse de toi, Liv. Tu as construit quelque chose de réel. J'ai construit une scène et elle s'est effondrée. Je la regardai essuyer une larme du coin de l'œil. Tu as construit ce qu'on t'a appris à construire, dis-je. Nous l'avons toutes les deux fait. Pendant un instant, elle sourit à travers ses larmes. Tu as la voix de maman. Maman leva les yeux, surprise. Vraiment? Chloé hocha la tête. Quand tu étais encore douce. Maman détourna le regard, ses mains tremblant légèrement. J'ai essayé, murmura-t-elle. Mais nous avions si peur que tu échoues, Liv. Tu étais si déterminée à partir. Je n'ai pas échoué, dis-je. Vous avez juste cessé de chercher avant que j'aie fini. Personne ne parla après cela. Le cliquetis des couverts et le lent tic-tac de l'horloge murale remplirent le silence. Au bout d'un moment, je me levai. J'ai apporté quelque chose, dis-je en sortant une enveloppe de mon sac. Je la posai sur la table devant papa. Il la regarda avec lassitude. Qu'est-ce que c'est? Ton cadeau d'anniversaire. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un certificat de don. Le fonds Héritage Bennett, une bourse pour les étudiants en architecture défavorisés à Charleston. La note en dessous disait, en mémoire de chaque plan ignoré. Il cligna des yeux, sans voix. Tu l'as nommé d'après nous. D'après ce que j'ai reconstruit de nous, dis-je. Pour une fois, il n'y avait pas de défensive dans ses yeux, pas de fierté, pas de dédain, juste de la reconnaissance. Maman couvrit sa bouche, sa voix tremblante. Liv. C'est magnifique. C'est pratique, dis-je. Les fondations solides durent plus longtemps que les excuses. Les bougies vacillèrent dans l'air immobile. Chloé tendit la main à travers la table et toucha la mienne. Tu l'as vraiment fait, murmura-t-elle. Tu as construit quelque chose qui nous survivra. J'ai hoché la tête. C'était le but. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme l'étrangère à cette table. Je me sentais comme l'architecte de tout cela, de tout le moment, peut-être même du changement qui tremblait en dessous. La voix de maman était à peine audible. Nous t'avons mal jugé. J'ai souri faiblement. Vous ne m'avez pas mal jugé. Vous avez juste cessé de demander qui j'étais. Chloé laissa échapper un petit rire larmoyant. Et maintenant tu parles comme une thérapeute. Les thérapeutes sont payés pour écouter, dis-je. J'ai juste appris à le faire gratuitement. La main de papa tremblait légèrement alors qu'il levait son verre. À Olivia, dit-il doucement. À la fille qui nous a appris à reconstruire. Le toast resta suspendu dans l'air, fragile et réel. Nous avons cogné nos verres. Après le dîner, alors qu'il débarrassait la vaisselle, papa me tendit une autre enveloppe. J'ai trouvé ça dans un vieux tiroir, dit-il. J'avais l'intention de l'envoyer il y a des années. À l'intérieur se trouvait une photographie fanée. Moi à 16 ans, debout à côté de ma première maquette de maison à un concours scolaire, souriante, de la sueur dans les cheveux. Au dos, de son écriture, elle ira loin.
Je ne sais juste pas comment suivre. Je levai les yeux vers lui. Tu n'as pas besoin de le faire, dis-je. Je suis déjà arrivé. Il hocha la tête lentement, les yeux brillants. Tu l'as fait? Je suis parti peu après. Sur le porche, l'air nocturne était frais sur ma peau. Le son des rires flottait faiblement de l'intérieur, plus doux cette fois, presque tendre. Ethan a appelé alors que j'atteignais ma voiture. Comment s'est passé le dîner, a-t-il demandé. Calme, ai-je dit, démarrant le moteur. Juste comme j'aime ma clôture. En rentrant chez moi, je suis passé devant le pont où tout avait commencé, celui que j'avais traversé après le mariage de Chloé quand l'humiliation brûlait encore dans ma poitrine. Ce soir, le pont semblait différent, baigné d'une lumière argentée, j'ai baissé la vitre et j'ai respiré l'air salin. À un feu rouge, j'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur. Calme, stable, plus âgé. La femme qui me regardait n'était plus en colère. Elle était libre. Quand je suis rentré, la maison était sombre, à l'exception de la douce lumière du bureau. Je me suis versé un verre d'eau et je me suis posté à la fenêtre donnant sur la rivière. La ville scintillait de l'autre côté de la rivière, une constellation d'ambition humaine. J'ai murmuré dans le silence. Pour la première fois, partir ne semblait pas être une perte. Puis j'ai éteint la lumière et j'ai laissé le calme s'installer autour de moi, doux, propre et mérité. Le matin après le dîner semblait étrangement léger. La lumière du soleil filtrait à travers les murs de verre de ma maison, se reflétant dans la vapeur de mon café. La ville extérieure se réveillait lentement, et pour une fois, moi aussi. Il n'y avait pas de mais auquel je devais répondre immédiatement. Pas de délai qui ressemblait à des falaises, juste le calme. Je me suis assise au comptoir de la cuisine pieds nus, traçant le bord de ma tasse, et j'ai repensé à la nuit précédente, la voix tremblante de mon père, les larmes de ma mère, le silence après que je sois sorti. Le pardon n'était pas venu comme une explosion. Il était arrivé tranquillement, comme l'aube remplace l'obscurité sans demander la permission. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Du jour au lendemain, un déluge de messages était arrivé. Félicitations pour le fonds de bourse d'études, invitation à des entretiens, photos de l'équipe de Havenworks célébrant notre dernière récompense. Une ligne d'objets se distinguait. Forum national d'architecture, invitation à la conférence d'ouverture. J'ai cliqué et lu lentement. Il voulait que je prenne la parole lors d'une session intitulée « Les femmes reconstruisent l'avenir ». J'ai souri, me penchant en arrière sur ma chaise. L'ironie ne m'a pas échappé. J'avais passé des années à essayer d'obtenir une place à la table de quelqu'un d'autre, et maintenant il voulait que je prenne la parole à l'une des miennes. Pourtant, quelque chose en moi hésitait. Ce n'était pas de la peur de la scène. C'était quelque chose de plus profond, me demandant si raconter l'histoire à voix haute ne défrait pas la paix que je venais de reconstruire. J'étais encore en train de fixer l'écran quand Ethan est entré, tenant un sac en papier et 2 cafés. « Tu as l'air de quelqu'un qui lit la fin de son propre livre, dit-il. »« Peut-être que oui, dis-je. Ils veulent que je donne une conférence d'ouverture. »« Alors dis oui, dit-il, posant le café. »« Tu es doué pour construire des choses. Cette fois, construis un message. » Je l'ai regardé. « Tu as toujours fait en sorte que cela semble simple. »« Ce ne l'est pas, dit-il. Tu fais juste en sorte que cela le paraisse. » Il m'a embrassé le front, puis est parti pour le site de Savannah, laissant la faible odeur de cèdre et d'espresso dans l'air. Après son départ, j'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur intitulé « Dossier de l'année ». À l'intérieur se trouvaient des centaines de croquis scannés, son écriture serpentant sur chaque page. Je ne les avais pas regardés depuis la nuit de sa mort. En les faisant défiler, une seule note a attiré mon attention. Elle avait écrit « Chaque fois qu'une femme construit avec grâce au lieu de colère, le monde se répare un peu. » J'ai relu la phrase et j'ai murmuré « Tu rirais si tu me voyais faire un discours. » Plus tard cet après-midi-là, je suis allé à Havenworks. Le bâtiment bourdonnait d'une concentration tranquille. La deuxième phase de construction, notre hub de Savannah, était presque terminée, et le bureau de Charleston était devenu un organisme vivant, en constante évolution. Rachel leva les yeux de son bureau en me voyant. « Tu as vu les nouvelles ?» demanda-t-elle. « Quelles nouvelles ?» Elle sourit et désigna son moniteur. « Havenworks vient d'être nommée l'une des 10 meilleures entreprises de l'année par Architectural Review. Tu es officiellement un nom familier,
Liv. J'ai ri doucement. Une famille tranquille, j'espère. Toujours, dit-elle. Nous avons traversé la nouvelle aile de studio ensemble. Les murs étaient tapissés de photographies de notre premier projet, des photos de chantier, des portraits d'équipe. La cérémonie d'inauguration semble remonter à une éternité, dit Rachel. C'était le cas, répondis-je. Mais ça continue de se produire, juste de différentes manières. Au soir, la ville s'était estompée en ambre. Je suis resté tard dans mon bureau à rattraper le travail administratif. Mon téléphone a vibré avec une autre alerte d'actualité. Marc est condamné par un tribunal fédéral pour fraude et plagiat de design. J'ai fixé le titre un instant, puis j'ai cliqué sur l'article. Sa photo avait l'air plus âgée, vaincue. Je m'attendais à ressentir de la satisfaction, mais ce ne fut pas le cas. Ce que je ressentis fut de la distance. Ethan m'a envoyé une capture d'écran du même article. Karma a finalement signé les plans. J'ai répondu, elle construit toujours selon les règles. Quand je suis parti du bureau, les rues étaient glissantes à cause d'une légère pluie. J'ai conduit sans destination jusqu'à ce que je me retrouve devant le vieux quartier de mes parents. Les lampadaires vacillaient, des papillons de nuit les tourbillonnaient comme des étoiles perdues. Par impulsion, je me suis engagé dans l'allée familière. La maison était sombre, à l'exception d'une faible lumière à la fenêtre de la chambre de ma mère. Je ne suis pas sorti. Je suis resté assise là, le moteur au ralenti, le fantôme de l'enfance pressant au bord de ma poitrine. Dans le faible reflet du pare-brise, j'ai vu son ombre passer devant les rideaux. Pendant un instant, j'ai imaginé monter les marches, frapper à la porte, dire tout ce que je n'avais jamais dit quand j'étais petite. Tu étais censé me voir. Tu étais censé t'en soucier. Mais je suis resté immobile. Certaines portes n'étaient pas censées se rouvrir. Elles étaient censées être comprises à distance. Finalement, j'ai fait demi-tour et je suis rentré. Quand je suis entré dans la maison, l'air nocturne m'a suivi, apportant une trace de pluie. Je me suis versé un verre d'eau et je me suis posté à la fenêtre donnant sur la rivière. Le reflet de la lune ondulait sur le courant comme s'il respirait. J'ai pensé à toutes les versions de moi-même. J'avais été la fille qui mendiait l'approbation, la femme qui travaillait à travers la trahison, celle qui construisait à partir de rien d'autre que la volonté et le silence. Chacune d'elles m'avait porté ici. Le lendemain, une lettre est arrivée au bureau adressée à l'architecte fondatrice de Havenworks. À l'intérieur se trouvait une note tapée du Conseil national d'architecture confirmant ma récompense, innovatrice de l'année. En bas, écrit à la main à l'encre bleue, quelqu'un avait ajouté « Vous avez construit plus qu'un bâtiment. Vous avez construit un langage. » Cette nuit-là, je suis allé me promener le long de la jetée derrière ma maison. La marée était haute, le ciel assez clair pour voir la faible lueur des étoiles. Les planches de bois craquaient sous mes pieds. J'ai pensé à Madame Delaney, à la première fois que je m'étais tenu dans son atelier, en colère et perdu, et à la façon dont elle m'avait regardé comme si elle voyait déjà la fin que je ne pouvais pas encore imaginer. Au moment où j'ai atteint le bout de la jetée, mon téléphone a vibré avec un autre message. C'était de Chloé. Papa est à l'hôpital, il t'a demandé. Je suis resté là longtemps, le vent emmêlant mes cheveux, l'écran brillant dans ma main. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste regardé l'eau bouger sous moi, stable, imperturbable. Quand j'ai finalement répondu, ce n'était pas ce qu'elle attendait. Dis-lui que je dis, merci de m'avoir appris ce qu'il ne faut pas construire. Puis j'ai ajouté, et dis-lui que je vais bien. J'ai envoyé, j'ai glissé le téléphone dans ma poche et j'ai respiré l'air marin. Le silence semblait plein, pas vide. Plus tard cette semaine-là, j'ai rencontré l'équipe de Havenworks pour discuter de l'expansion des programmes de mentorat. Alors que nous nous réunissions autour de la table de conférence, j'ai aperçu mon reflet dans la paroi vitrée, calme, certaine, méconnaissable de la femme que j'étais autrefois. Après la réunion, Ethan est resté derrière. Alors, dit-il, qu'est-ce qui attend Olivia Bennett? J'ai souri. Plus de révolutions silencieuses. Il a levé son verre d'eau, à la construction d'elle, à la vie en elle, répondis-je. Cette nuit-là, alors que je préparais des notes pour mon discours d'ouverture, j'ai écrit le titre en lettres grasses sur la page. La maison que j'ai construite avec un nom. Je l'ai fixé un long moment, puis j'ai fermé le carnet. Dehors, le monde était silencieux,
le genre de silence qui signifiait l'achèvement. J'ai éteint la lumière et j'ai murmuré dans l'obscurité. Elle n'avait plus besoin de vengeance. Son existence en est devenue une. Et pour la première fois de ma vie, j'ai dormi sans rêver d'une porte que je devais ouvrir. La lumière du matin inonda la maison comme de l'eau traversant des mains ouvertes. L'air sentait légèrement le sel et le jasmin, portés par le vent lent. Du balcon, je pouvais voir la courbe de la rivière reflétant le ciel en ruban d'or. Charleston se réveillait, le battement de cœur de la ville, doux et régulier. Je tenais une tasse de café entre mes paumes et regardais la lumière du soleil toucher le verre de Havenworks de l'autre côté de la baie. Il brillait comme quelque chose de vivant, quelque chose de respirant. Le bâtiment ne ressemblait plus à un monument à la douleur. C'était une promesse tenue. En bas, le son des touches résonnait de la cuisine. Ethan était assis au comptoir, les lunettes posées bas sur son nez, faisant défiler son ordinateur portable. Il leva les yeux et sourit. « Bonjour, architecte de la paix, j'ai ri. »« Tu dis ça juste parce que le café est bon, dit-il. Mais aussi parce que c'est vrai. L'année dernière s'était déroulée comme une marée. Lente, délibérée, imparable. Havenworks était devenu plus qu'une entreprise. C'était un mouvement. Nous avions lancé 3 nouveaux projets, embauché 30 nouveaux apprentis et créé le fonds Héritage Bennett, une bourse pour les femmes en architecture à qui l'on avait dit qu'elle n'était pas suffisante. Chaque fois que je voyais un nouveau visage franchir ces portes, je voyais un fragment de ce que j'étais autrefois. Et pour la première fois, je ne tressaillais pas au souvenir. Quand le courrier est arrivé cet après-midi-là, j'ai failli le manquer. Une simple enveloppe blanche parmi les contrats et les factures, mais l'adresse de retour a attiré mon regard. Le fonds Héritage Bennett. Je l'ai déchiré et j'ai déplié la lettre. Chère mademoiselle Bennett, grâce à votre bourse, j'étudie l'architecture à Clemson. Je veux construire des maisons pour des gens qui n'ont jamais eu l'impression d'appartenir à nulle part. Votre histoire me fait croire que la force n'a pas besoin d'être bruyante. Elle peut être stable comme des murs qui tiennent quand tout le reste s'effondre. Merci de m'avoir montré que le silence peut aussi construire. Marisol D., j'ai lu la lettre 2 fois. Puis je l'ai posée sur le comptoir, fixant les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Je n'ai pas réalisé que je pleurais jusqu'à ce qu'une de mes larmes tombe sur le papier. Tu as réussi, ai-je murmuré. Vous avez tous réussi. Ethan est entré en portant des plans. Il a vu mon visage et a marqué une pause. Bonne larme ou mauvaise larme de construction? Bonne, ai-je dit. Il a souri et m'a versé une autre tasse de café, la meilleure. Ce soir-là, nous nous sommes tenus ensemble dans le hall principal de Havenworks. L'espace brillait sous un éclairage doux, rempli de photos encadrées de chaque étape de notre parcours. La première pierre, le premier prototype, les ateliers communautaires, même les vieux croquis de Madame Delaney. Sur un mur, une nouvelle plaque avait été installée. Construisez en silence. Laissez les résultats faire le bruit. Ethan a suivi mon regard. Vous pensez qu'elle serait fière? Je pense qu'elle est toujours là, ai-je dit doucement. Dans chaque clou, chaque ligne, chaque personne qui franchit ses portes. Il a hoché la tête. Le sommet mondial a confirmé votre discours d'ouverture, d'ailleurs. Les femmes reconstruisent l'avenir. C'est un sacré titre, ai-je souri. Il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de nous toutes à qui l'on a dit non et qui avons construit. Quoi qu'il en soit, 2 semaines plus tard, je suis monté sur scène à San Francisco. L'auditorium était plein d'architectes, d'étudiants, de journalistes, de cadres. Les lumières étaient chaudes sur ma peau, mais mes mains ne tremblaient pas. Derrière moi, un écran massif affichait le titre de mon discours, La maison que j'ai construite à partir de non. Je me suis approché du microphone. Quand j'avais 25 ans, ai-je commencé. J'ai demandé $5000 à ma famille pour sauver un rêve. Ils ont ri, et à ce moment-là, j'ai pensé que l'échec avait prononcé son dernier mot. Mais parfois, le rire du monde n'est que l'écho de son doute, pas la mesure de votre valeur. J'ai construit à partir de ce silence, brique par brique, rejet par rejet, et chaque non est devenu un mur qui m'a tenu stable quand les tempêtes sont arrivées. Le public était silencieux. J'ai continué pendant des années. Je pensais que je construisais pour leur prouver qu'ils avaient tort. Mais j'avais tort. Je ne construisais pas pour eux.
Je construisais pour la fille que j'étais autrefois. Pour celle qui dormait dans la plus petite chambre, qui croyait que sa valeur dépendait des applaudissements. Cette fille était suffisante. Alors il m'a juste fallu vivre assez longtemps pour le voir. Une onde d'émotion traversa la foule. J'ai marqué une pause, respirant le calme. Si j'ai appris une chose, dis-je, c'est que vous ne pouvez pas mesurer le succès par la force avec laquelle le monde applaudit. Vous le mesurez par la profondeur avec laquelle votre travail parle quand personne ne regarde. Quand j'ai eu fini, les applaudissements se sont élevés comme une vague, sincère, lourd, vivant. Ce n'était pas le son de la validation. C'était le son de la résonance. Cette nuit-là, je suis rentré à la maison au bord de la rivière. L'air était frais et rempli de l'odeur de la pluie. Je suis monté à l'étage dans la petite pièce à côté de l'escalier, celle que j'avais conçue comme un studio tranquille. Ce n'était pas grand-chose, juste un bureau, une lampe et une seule citation encadrée au mur qui disait « La pièce dont personne ne voulait ». Je me suis assis et j'ai ouvert mon journal. Les pages étaient remplies de plans pour de nouveaux projets. Mais ce soir, je ne voulais pas concevoir. Je voulais juste me souvenir. J'ai écrit une phrase. Elle a transformé son silence en architecture, et le monde l'a enfin entendu. Dehors, le clair de lune se déversait sur l'eau, peignant des traînées argentées qui menaient à l'horizon. J'ai pensé à Chloé, à la façon dont elle avait appelé le mois dernier pour dire qu'elle avait commencé à enseigner l'art dans un centre communautaire. Sa voix était plus légère, son rire moins forcé. Tu avais raison, Liv. J'ai trouvé ma paix. Peut-être que le pardon n'avait pas besoin d'être bruyant non plus. J'ai éteint la lampe et je suis allé sur le balcon. Le monde était de nouveau silencieux, mais pas vide. D'ici, je pouvais voir Havenworks briller au loin, ses fenêtres éclairées comme des lanternes. Le bourdonnement de la ville était faible, presque comme une respiration. Si on t'a déjà dit que tu ne pouvais pas construire quelque chose, ai-je murmuré au vent, construis quand même. Même si ça commence par rien d'autre que ton propre nom. La marée a répondu doucement, roulant avec un rythme qui ressemblait à des applaudissements. Je me suis appuyé sur la balustrade, laissant la brise me caresser le visage. Mon histoire avait commencé dans une pièce dont personne ne voulait. Elle s'est terminée ici, dans une maison construite à partir de chaque « non » qui a essayé de m'arrêter. Et peut-être que pour quelqu'un qui regarde ou écoute quelque part là-bas, cela ne faisait que recommencer. Si vous avez déjà été sous-estimé ou si on vous a dit que vous en demandiez trop, dites-moi, à quoi ressemblerait votre maison? La construiriez-vous avec colère ou avec grâce? Parce que parfois les plans les plus silencieux créent les héritages les plus bruyants. Si mon histoire vous a rappelé la vôtre, ne partez pas encore. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Aimez la vidéo pour que d'autres puissent aussi trouver leur force. Et abonnez-vous si vous croyez que le silence, la gentillesse et la persévérance peuvent encore changer le monde, brique par brique. La rivière scintillait en contrebas, reflétant les étoiles. J'ai souri et j'ai murmuré la vérité finale que j'avais apprise. Certaines maisons sont construites avec des briques. La mienne a été construite avec chaque « non » qui a essayé de l'arrêter.